Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'avez vu au titre ou à la miniature, eh bien c'est une compilation aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vidéo mardi et aujourd'hui ça aurait dû être une vidéo normale, mais au final c'est une compilation. Puisque je suis quand même bien malade en ce moment, il faut se le dire, le temps n'aide pas. Chaud, froid, et je ne suis pas quelqu'un qui sort en t-shirt, je suis toujours un peu en manteau et tout. Mais non, j'ai quand même réussi à choper quelque chose, donc voilà. Et en plus j'étais en même temps fatigué de toutes les vidéos, donc c'est pour ça, compilation pour aujourd'hui. Mais ça commence à aller mieux, donc vous inquiétez pas, mardi il y aura une vidéo normale. Ne vous inquiétez pas. Si vous kiffez les compilations, n'hésitez pas à la regarder, elle est très bien. Et si vous n'êtes pas fan des compilations, moi je vous invite à regarder cette vidéo là. C'est la dernière vidéo qui est sortie, mais que elle n'a pas été très proposée par YouTube, donc n'hésitez pas. Bon si vous kiffez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu et un abonnement. Et puis moi je vous laisse avec les threads. Imagine que des gens achètent ta maison en espérant que tu crèves vite. Genre, ils signent un contrat, ils te filent du cash et après ils attendent. Ils attendent que tu meurs pour récupérer ce qu'ils ont acheté. Ça s'appelle un viager, ou aux États-Unis un life estate. C'est légal, c'est même plutôt commun. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas envie d'attendre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Steven. Steven, 70 ans, le grand-père de Jake, il est en pleine forme. Il pédalait tous les matins, il bricolait dans son garage, organisait des barbecues le dimanche. Il pensait faire une bonne affaire, il a juste signé son arrêt de mort. Ok. Revenons avec l'histoire de Steven. Et justement, Steven, c'est pas le genre de vieux qui attend la mort dans un fauteuil en regardant des rediffs de séries pourries. Non, Steven, il a 70 ans. Il a encore de l'énergie à revendre. Tous les matins, 6 heures pétantes, il enfourche son vélo et il fait son tour du quartier. Genre 10 km. Tranquille. Il salue les voisins, il s'arrête au café du coin, il revient chez lui vers 7h30. Après, petite douche, petit déj et direction le garage. Parce que Steven, il a un projet. Une Mustang 1967 rouge, complètement défoncée quand il l'a acheté il y a 3 ans. Mais lui, il la retape, petit à petit bien sûr. Moteur, carrosserie, intérieur, il prend son temps, c'est son truc. Le dimanche, c'est barbecue avec les voisins. Steven fait ses burgers maison. Tout le monde rapplique avec des salades et des bières. Ambiance quartier pavillonnaire américain classique. Pelouse nickel, étayée, gamin qui joue au basket dans les allées. Sa femme est morte il y a 5 ans, cancer. Depuis, Steven vit seul dans leur maison. Une belle baraque à 2 étages. 3 chambres, un grand jardin, un garage double. Le genre de maison qui vaut cher, genre 450 000 $ facilement. Mais Steven, il a pas 450 000 $. Il a une pension de retraite. Correcte, pas de quoi rouler sur l'or, mais suffisante pour vivre tranquille. Payer ses factures, faire ses courses, mettre un peu de côté. Le problème, c'est que tout son argent, il est dans cette putain de maison. Et Steven, franchement, il aimerait bien en profiter un peu. Voyager, voir l'Europe, aller au Japon, des trucs qu'il a jamais fait parce qu'il bossait, qu'il élevait ses gosses, qu'il avait pas le temps. Maintenant, il a le temps, mais pas l'argent. Alors un jour, il se dit qu'il va peut-être vendre, acheter un truc plus petit, récupérer du cash. Mais il aime sa maison, ses souvenirs sont là, le garage avec la Mustang, le jardin où sa femme plantait des roses, la cuisine où il faisait Thanksgiving avec toute la famille. Il peut pas partir, il veut pas partir. Donc, il réfléchit, il cherche des solutions. C'est quelque chose que Steven trotte dans sa tête, mais il se décide pas du jour au lendemain à vendre. Mais un élément va un petit peu accélérer les choses, puisque 2 personnes viennent sonner à sa porte. C'est un mardi après-midi, Steven est dans le garage en train de poncer un panneau de portière. Il a mis de la musique, du vieux rock, il est dans sa bulle. Ding dong. Il enlève ses gants, sort du garage, traverse la maison et ouvre la porte. Devant lui, un couple, la quarantaine, bien habillé, lui en costume gris, elle en tailleur bleu marine. Sourire professionnel, genre vendeur d'assurance ou agent immobilier. « Bonjour monsieur », dit l'homme en tendant la main. « Je suis Ethan Morrison et voici ma femme, Rebecca. » Steven leur serre la main. Steven leur dit « Vous vendez quelque chose ?» Ethan sourit. « Ah non, au contraire, on achète. »« Ah, désolé, je vends rien. »« Attendez, on cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. On est investisseur immobilier et on s'intéresse à votre maison, dit Rebecca. Steven fronce les sourcils. Ma maison n'est pas à vendre. On le sait, mais on a une proposition qui pourrait vous intéresser. C'est ce que dit Ethan en sortant une carte de visite gravée Real Estate Investment Partner LLC. Steven la prend. Ok, je comprends pas. Vous voulez quoi exactement? Rebecca sourit et lui dit on peut entrer? Ça va prendre 2 minutes. Steven hésite, mais bon, c'est 2 personnes normales, en plein jour, avec des cartes de visite officielles. Il se dit, pourquoi pas? Ok,
Bah entrez. Ils s'installent au salon, Steven leur offre du café. Ils acceptent. Ethan pose sa mallette en cuir sur la table basse. Il l'ouvre et sort des documents. Monsieur Steven, on va être direct avec vous. On cherche à investir dans des propriétés de qualité dans ce quartier. Et votre maison nous intéresse particulièrement. Ouais, et comme je vous l'ai dit, elle n'est pas à vendre. On le sait, mais on a une alternative. Vous connaissez le système de Life Estate? Steven secoue la tête. Non. Eh ben c'est simple, on vous achète votre maison maintenant, on vous paye cash. Mais vous avez le droit d'y vivre jusqu'à votre décès. Vous restez chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et quand vous ne serez plus là, et bah la maison nous revient. Automatiquement. Steven les fixe. Ouais, ok, c'est bizarre. C'est comme une sorte de viager, c'est ça? Ouais, exactement. En France, ils appellent ça un viager. Ici, c'est un life estate, mais le principe est le même. Steven se frotte le menton. Ok, et vous me donneriez combien? Ethan sort une feuille. On est prêt à vous offrir 200 000 $, cash, virement bancaire dans les 48 heures après signature. 200 000 $. Steven fait le calcul dans sa tête. Avec cet argent, il pourrait voyager pendant des années, voir le monde, profiter. Et il garderait sa maison jusqu'à sa mort. Ok, et pourquoi ma maison? Il y a plein d'autres baraques dans le quartier. Et bah votre propriété est bien entretenue. Bon emplacement, bon potentiel de valorisation. On fait des recherches de marché approfondies. Votre maison coche toutes les cases. Steven hoche la tête, c'est vrai, ça semble logique. Ok, très bien, eh bien je vais y réfléchir. Oui, bien sûr, dit Rebecca en se levant. Prenez votre temps, voilà notre numéro, appelez-nous quand vous aurez décidé. Ils lui laissent leurs cartes, sortent, Steven les regarde partir par la fenêtre. Ils montent dans une Tesla, modèle S noir, démarrent et disparaissent au bout de la rue. Steven regarde la carte de visite. 200 000 $. Ils pourraient vraiment en faire quelque chose. 3 jours plus tard, ils reviennent. Steven est dans le jardin, en train d'arroser ses rosiers. Il voit la Tesla noire se garer devant chez lui. Ethan et Rebecca sortent, même sourire professionnel. Bonjour Steven, lance Rebecca en s'approchant. On passait dans le quartier. On s'est dit qu'on allait voir si vous aviez réfléchi à notre proposition. Steven pose son arrosoir. Mais écoutez, c'est gentil, mais j'ai pas encore pris de décision. Ok, on comprend, c'est une décision importante. Mais on voulait vous dire qu'on est vraiment motivé. On peut monter notre offre à 220 000 $. 220 000, ça fait 20 000 de plus. Juste comme ça? Ok, et pourquoi vous montez le prix? Parce qu'on adore vraiment cette maison. On a visité d'autres propriétés depuis, mais la vôtre reste notre préférée. Steven les regarde, ils ont l'air sincères. Ok, bah je vais encore y réfléchir. Pas de problème, on vous laisse une fois de plus notre numéro. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils repartent, Steven reste dans son jardin, fixe les rosiers. 220 000 $. Putain. Une semaine passe, Steven en parle à personne, pas à ses voisins, pas à ses potes du club de vélo, personne. Il rumine dans son coin et puis un dimanche, son petit-fils débarque. Jake, 28 ans. Il vient voir son grand-père une fois par mois en général. Ils mangent ensemble, regardent un match, discutent. Ce jour-là, Steven fait son barbecue habituel, burger maison, bière fraîche. Ils sont assis sur la terrasse dans les transats. Ça va papy? Ouais, ça va. Mais Jake le sent bizarre, préoccupé. T'es sûr? T'as l'air ailleurs. Steven hésite puis il lâche. Jake, tu connais le système de Life Estate? Jake fronce les sourcils. Ouais, vaguement, c'est quand tu vends ta maison mais que tu restes dedans jusqu'à ta mort, c'est ça? Ouais, en gros. Et pourquoi tu me demandes ça? Steven lui raconte. Ethan et Rebecca. Les deux visitent l'offre qui monte. 220 000 $ maintenant. Jake pose sa bière. Attends papy, des gens que tu connais pas viennent sonner chez toi pour acheter ta maison spécifiquement? Ouais. Et ils reviennent une semaine après en montant le prix. Ouais, c'est ça. Et ça te paraît pas louche? Steven hausse les épaules. Bah, je sais pas, ils sont investisseurs, ils cherchent des opportunités. Papy, pourquoi ta maison? Il y a genre 50 maisons dans ce quartier. Pourquoi la tienne précisément? Steven réfléchit. Ils disent qu'elle est bien entretenue, bon emplacement. Jake secoue la tête. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Tu devrais te méfier. Bah, c'est peut-être une vraie bonne affaire. Ouais, ou peut-être que c'est une arnaque. Steven finit sa bière. Ouais, bah je vais leur dire non. De toute façon, je suis pas sûr. Ouais, papy, c'est une bonne idée. Ils changent de sujet, parlent d'autre chose, du match, du boulot de Jake, de la Mustang. Mais dans la tête de Jake, il y a un truc qui cloche vraiment. Steven avait dit non. Enfin, il avait dit « je vais réfléchir ». Ce qui, dans sa tête, voulait dire non. Mais Ethan et Rebecca, eux, ils ont entendu « pas encore ». Une semaine après la conversation avec Jake, un mercredi matin, Steven est sur son vélo. Il rentre de son tour quotidien, en sueur, content.
Il tourne dans la rue et là, garé devant chez lui, la Tesla noire. Ethan et Rebecca sont assis sur les marches de son perron, comme s'ils l'attendaient. Steven freine, descend de son vélo et s'approche. « Bonjour Steven, comment allez-vous ?»« Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ?»« On voulait vous parler, on a repensé à notre offre. » Steven pousse son vélo jusqu'au garage. « Écoutez, c'est gentil mais j'ai décidé de pas vendre. Attendez, on sait qu'on a peut-être été un peu pressant, mais on est vraiment sérieux et on veut vous montrer qu'on l'est. » Ethan sort une enveloppe de sa veste. 240 000 $. C'est notre offre finale. 240 000. Encore 20 000 de plus. Steven les regarde. Mais pourquoi vous montez encore le prix? Parce qu'on veut cette maison. Et on est prêt à payer ce qu'il faut. Steven secoue la tête. Je comprends toujours pas pourquoi la mienne. Rebecca s'approche, plus proche, presque trop proche. Monsieur Steven, on va être honnête avec vous. Vous avez 70 ans, vous êtes en forme, c'est génial, mais statistiquement, combien de temps il vous reste? 10 ans? Allez, 15? Ouais, allez, grand max 20 si vous avez de la chance. Steven recule d'un pas. Et qu'est-ce que vous insinuez là? Oh, rien. On dit juste que avec 240 000 $, vous pourriez profiter de ces 10, 15, 20 ans. Voyager, voir le monde, faire tout ce que vous avez jamais eu le temps de faire. Ou alors, continue Rebecca, vous pouvez rester ici dans cette grande maison, seul, avec votre petite retraite, et vous dire que vous auriez dû le faire. Steven sent une boule dans sa gorge parce qu'elle a raison en fait. Il est seul, sa femme est morte, ses enfants vivent loin, il voit Jake une fois par mois, c'est tout. Et il a toujours rêvé de voyager. Je vais encore réfléchir. Ethan pose l'enveloppe sur le capot de la voiture de Steven. Prenez votre temps, mais on aimerait une réponse cette semaine. On a d'autres opportunités qui nous attendent. Ils remontent dans leur Tesla, démarrent et disparaissent. Steven reste planté là, dans son allée, en sueur, avec une enveloppe contenant une offre à 240 000 $. Le soir même, Steven appelle Jake. « Papy, ça va ?»« Ouais, enfin, non, ils sont revenus. »« Qui ?»« Ethan et Rebecca, tu sais, les gens pour la maison. » Jake soupire. « Non, c'est pas possible. T'as dit non, hein ? Je leur ai dit que j'allais réfléchir. Mais papy !» Ils ont monté l'offre à 240 000. Là, petit silence au bout du fil. 240 000 ? Ouais. Mais putain, papy, c'est louche, vraiment. Pourquoi ils montent autant ? Ils disent qu'ils veulent vraiment ma maison. Mais justement, c'est ça qui est bizarre. Pourquoi ? Steven s'assoit sur son canapé. Mais Jake, avec 240 000, je pourrais voyager, faire tout ce que j'ai jamais fait. Ta grand-mère et moi, on avait prévu d'aller au Japon. On l'a jamais fait, elle est partie avant. Jake se tait, parce que, bah ouais, il comprend. Écoute, papy, je sais pas si tu dois le faire, mais si tu veux le faire, fais-le. Mais fais gaffe, lis bien le contrat, prends un avocat, vérifie tout. Ouais, t'as raison. Après ça, il s'échange des petites banalités et il raccroche. Steven reste assis dans le noir, dans son salon vide, dans sa grande maison vide. Et il pense à 240 000 $. 2 jours plus tard, Steven rappelle Ethan. « Bonjour Steven, alors, vous avez réfléchi à notre offre ? Ouais, en tout cas je veux bien en discuter, mais je veux voir le contrat et je veux prendre un avocat. » Oui, bien sûr, c'est normal, on a tout préparé. On peut passer demain ? Oui, demain, ok. Parfait, 14h, ça vous va ? Oui, ça me va. Le lendemain, 14h pétantes, Ethan et Rebecca sonnent à la porte. Mais cette fois, ils sont pas seuls. Ils ont amené leur propre avocat. Un type en costume noir, mallette, lunettes, cheveux gominés, genre requin juridique. Bonjour monsieur Steven, maître Harrison. Je représente monsieur et madame Morrison. Steven les fait rentrer, ils s'installent autour de la table de la salle à manger. L'avocat sort une pile de documents, des putains de kilos de papier. Voici le contrat de Life Estate. Je vais vous expliquer les grandes lignes. Il parle longtemps, avec des mots compliqués, des termes juridiques. Steven essaye de suivre, mais franchement, il comprend la moitié. Ce qu'il comprend, c'est quoi? Il reçoit 240 000 $. Il garde le droit de vivre dans la maison jusqu'à sa mort. Ethan et Rebecca deviennent propriétaires légaux immédiatement. Ils ont un droit d'accès raisonnable pour inspecter la propriété. À sa mort, la maison leur revient automatiquement sans succession. Attendez, ça veut dire quoi droit d'accès raisonnable ? Dit Steven. L'avocat sourit. Eh ben ça veut dire qu'en tant que propriétaire, monsieur et madame Morrison ont le droit de venir inspecter l'état de la maison, vérifier qu'il n'y a pas de dégâts, de problèmes structurels, etc. C'est standard en vrai. Ok, et ils peuvent venir quand ils veulent ? C'est avec un préavis de 24 heures. Ouais. Steven fronce les sourcils. Et si je veux vendre, annuler le contrat ? Vous ne pouvez pas. Le contrat est irrévocable.
C'est la nature d'un life estate. Steven sent un frisson lui parcourir le dos. Irrévocable. Ça veut dire que s'il signe, il peut plus revenir en arrière. Ok, bah je veux quand même que mon avocat regarde ça. Bien sûr, prenez votre temps, dit Rebecca. Mais Ethan ajoute. Par contre, cette offre à 240 000 est valable jusqu'à vendredi. Après, on descend à 220 000. On a d'autres opportunités qui nous attendent. C'est du bluff. Ou pas, Steven sait pas, mais il sent qu'ils lui mettent la pression. Steven appelle son avocat, Maître Jenkins, un vieux pote de golf. Il se voit le lendemain, Jenkins lit le contrat, longtemps. C'est un contrat standard de Life Estate. Tout est légal, bien écrit, pas de clause cachée. Et le droit d'accès? Oui, c'est standard aussi. Ils deviennent propriétaires, donc ils ont droit de vérifier l'état de leur maison. Mais c'est quand même ma maison. Légalement non, c'est leur maison. Tu as juste un droit d'usage jusqu'à ta mort. Steven se frotte le visage. Ok, et tu penses que je devrais signer? Jenkins enlève ses lunettes. Steven, tu veux mon avis sincère? 240 000 $ pour une maison que tu gardes jusqu'à ta mort, c'est pas une mauvaise affaire. Si tu veux cet argent maintenant, vas-y. Mais sache que tu renonces à la propriété. Tu deviens, entre guillemets, locataire de ta propre maison. Sauf que tu ne payes pas de loyer. Steven hoche la tête, il rentre chez lui, s'assoit dans son salon. Il regarde les photos de sa femme sur le mur. Il pense au Japon, à l'Europe, à tous les endroits qu'il a jamais vus. Et le vendredi matin, il rappelle Ethan. Ok, je signe. La signature se fait le lundi suivant, chez le notaire. Un bureau froid, climatisation trop forte, moquette beige. Steven signe, Ethan signe. Rebecca signe, le notaire tamponne. C'est fait. Steven regarde le virement sur son compte bancaire. 240 000 $. Il devrait être content. Mais il y a un truc, là dans son ventre, une boule, un malaise. Comme s'il venait de faire une erreur, une grosse erreur. Ethan lui serre la main. Félicitations Steven, vous avez fait le bon choix. Rebecca sourit. On va prendre bien soin de votre maison. Enfin, notre maison. Il sort du bureau du notaire, Steven reste assis. Le notaire range les papiers. Vous allez bien monsieur? Ouais, ça va. Mais non, bien sûr que non, ça va pas. La première semaine après la signature, rien, Steven vit sa vie normale. Vélo le matin, garage l'après-midi, barbecue le dimanche. Il a même commencé à regarder des billets d'avion pour Tokyo. Ça devient réel, il va vraiment voyager. Les 240 000 $ sont sur son compte. C'est bien réel. Il se dit qu'il a peut-être eu raison de signer finalement. Et puis, le mardi de la deuxième semaine, ça commence. Steven est dans la cuisine en train de se faire un café quand il entend un bruit. Clic. La porte d'entrée qui s'ouvre. Il se fige. Ouais, y a quelqu'un? Des pas dans le couloir. C'est nous! Rebecca apparaît dans l'encadrement de la cuisine, sourire radieux, comme si c'était normal. Bonjour Steven, désolé de débarquer comme ça. On a sonné mais vous avez pas répondu. Steven pose sa tasse. J'étais dans la cuisine et j'ai pas entendu. Ah, c'est pas grave, dit Rebecca en entrant comme si c'était chez elle. Ethan la suit, il a un mètre laser dans les mains et un carnet. On voulait juste prendre quelques mesures pour nos futurs travaux. Ça vous dérange pas? Steven les fixe. Vous auriez pu appeler avant. On vous a envoyé un mail hier soir, préavis de 24 heures comme prévu dans le contrat. Steven vérifie son téléphone, effectivement, un mail reçu à 23h47. Notification de visite, nous passerons demain matin à 9h pour inspection. Il est 9h03, ok, et vous voulez mesurer quoi exactement? Un peu tout, les pièces, les fenêtres, l'escalier, on veut juste avoir une idée de ce qu'on pourra faire quand... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand vous serez plus là. Il le dit pas, mais il pense quand Steven sera mort. Steven serre les dents. Ok, faites vite. Oui, c'est promis. Ils passent 1 heure dans la maison, ils montent à l'étage, redescendent, vont dans le garage, inspectent le jardin. Steven les suit du regard depuis la cuisine, mal à l'aise. Quand ils partent enfin, Rebecca lui fait la bise. Merci Steven, on reviendra la semaine prochaine pour vérifier la plomberie. La porte se ferme, Steven reste debout dans son salon. Sa maison sent le parfum de Rebecca, trop fort, c'est trop chimique. Il a l'impression qu'on vient de violer son espace. La semaine suivante, ils reviennent. Encore un mail la veille, inspection de la plomberie, 14h. Steven est là quand ils arrivent, il leur ouvre la porte. Cette fois, Ethan a ramené un plombier, un type avec une casquette, boîte à outils. Bonjour monsieur, on va juste vérifier les tuyaux, les évacuations, tout ça. Il passe 2 heures à fouiller partout, sous les éviers, dans la salle de bain, au sous-sol. Steven les laisse faire, mais il sent la tension monter. C'est sa maison. Enfin, c'était. Quand ils partent, le plombier dit « Ok, tout est en bon état, rien à signaler. » « Parfait, on voulait juste être sûr. » Sourit Rebecca. Steven referme la porte derrière eux. Il a envie de la verrouiller, de changer les serrures. Mais il peut pas. Ils ont les clés. C'est dans le contrat. 3e semaine, Ethan et Rebecca débarquent un samedi matin, sans prévenir cette fois.
Steven est dans le garage en train de travailler sur la Mustang. Il entend la porte du garage s'ouvrir derrière lui. Il se retourne, c'est Ethan. Salut Steven, désolé on a sonné mais pas de réponse. J'étais dans le garage, vous avez pas envoyé de mail? Oh merde, c'est vrai, désolé, on passait juste dans le quartier. On s'est dit qu'on allait voir si tout allait bien. Rebecca entre à son tour, elle regarde autour d'elle et inspecte. Ouh, belle voiture, dit-elle en touchant la Mustang. Merci, mais ne touchez pas s'il vous plaît, la peinture est fraîche. Oh, pardon. Mais elle continue de toucher, passe sa main sur le capot, sur les rétroviseurs. Steven sent la rage monter. Écoutez, j'aimerais bien que vous préveniez avant de venir, comme prévu dans le contrat. Ethan lève les mains. Vous avez raison, désolé, on fera plus attention. Et ils sortent. Steven reste dans le garage, les poings serrés. Putain, il a l'impression de perdre le contrôle. 4e semaine, les choses deviennent bizarres. Steven se réveille un matin, descend les escaliers pour aller à la cuisine. Il pose le pied sur la 5e marche. Crac, un bruit, fort, la marche bouge. Beaucoup. Steven se rattrape à la rampe, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Il regarde la marche, elle est légèrement décalée, comme si elle allait céder. Il s'accroupit, inspecte. Les vis qui tiennent la marche, elles sont dévissées. Pas complètement, mais presque. Genre encore 3 ou 4 tours et la marche serait détachée. Steven fronce les sourcils. Il a jamais touché à ses vis. Jamais. Il descend, va chercher son tournevis, remonte et revisse la marche solidement. Puis il reste là, assis sur les escaliers, à réfléchir. Qui a fait ça? Ethan et Rebecca sont venus plusieurs fois. Ils ont inspecté la maison, l'escalier aussi. Mais pourquoi ils auraient dévissé une marche? Ça n'a pas de sens. À moins que... Non. Steven secoue la tête, il devient parano. C'est juste l'usure, les vis qui se desserrent avec le temps. Rien de plus. 3 jours plus tard, Steven se réveille en pleine nuit. Il a soif. Il descend à la cuisine, boit un verre d'eau. En remontant, il passe devant le détecteur de fumée dans le couloir. Normalement, il y a un petit voyant vert qui clignote pour montrer qu'il est actif. Et là, rien. Steven fronce les sourcils, il approche une chaise, monte dessus, ouvre le détecteur. Les piles ont été enlevées. Steven sent son sang se glacer. Manque de peau, il a changé ses piles il y a environ 1 mois. Il en est sûr, il le fait à peu près tous les 6 mois. C'est une sorte de mécanisme. Alors, ça veut dire que quelqu'un les a enlevés. Il redescend de la chaise, fouille dans le tiroir de la cuisine, trouve des piles neuves. Il remonte et les remet. Le voyant vert se rallume. Bip bip. Le détecteur fonctionne. Steven redescend, s'assoit à la table de la cuisine, dans le noir, les mains qui tremblent. Qui a fait ça? Ethan et Rebecca sont venus hier. Inspection de l'électricité, soi-disant. Ils ont passé 1 heure à vérifier les prises, les câbles, le tableau électrique. Ils auraient pu monter à l'étage et enlever les piles. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait désactiver un détecteur de fumée? Steven connaît la réponse, mais il veut pas y croire. Le lendemain matin, Steven appelle Jake. Papy, qu'est-ce qui se passe? Jake, je crois qu'il se passe un truc. Quel genre de truc? Steven lui raconte. Les visites incessantes, la marche dévissée, le détecteur de fumée. Jake se tait pendant longtemps. Papy, tu penses qu'ils essayent de te faire du mal? Je sais pas, ça paraît dingue, non? Appelle la police. Et je leur dis quoi? Que des gens qui ont légalement le droit d'entrer chez moi ont dévissé une marche? Ils vont me rire au nez. Alors installe des caméras. Des caméras? Ouais, des caméras de surveillance planquées pour voir ce qu'ils font quand t'es pas là. Steven réfléchit. Ouais, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Je viens t'aider à les installer, je prends ma journée demain. Merci Jake. Le lendemain, Jake débarque avec un pack de caméras Wi-Fi. Elles sont petites, discrètes, faciles à planquer. Ils en mettent une dans le salon, cachée derrière une plante. Une dans le couloir de l'étage, dans le détecteur de fumée lui-même. Une dans le garage, derrière une étagère. Toutes connectées au téléphone de Steven. Il peut voir tout en temps réel. Voilà papy. Maintenant, s'ils font quelque chose, on aura des preuves. Steven hoche la tête. Merci mon grand. Et Jake repart. Steven reste seul dans sa maison avec ses caméras cachées, en espérant qu'il se trompe, qu'il est juste parano. Mais au fond de lui, il le sait, il sait que quelque chose cloche. 2 jours plus tard, Steven reçoit un mail. Inspection générale demain 10h. Steven répond. Je serai absent, merci de reporter. Réponse d'Ethan. Pas de problème, on a les clés, on viendra quand même. Steven serre les dents. Ok, parfait. Le lendemain matin, Steven fait semblant de partir. Il monte dans sa voiture, roule jusqu'au bout de la rue. Il se gare, puis il revient à pied. Il entre chez lui par la porte de derrière. Il monte à l'étage, se planque dans la chambre d'amis. Avec son téléphone, les caméras allumées. Il est 10h03 et la Tesla noire se gare devant la maison. Ethan et Rebecca sortent de la voiture. Ils entrent dans la maison, étant donné qu'ils ont les clés. Steven les regarde sur son téléphone. Caméra du salon. Ils entrent, regardent autour d'eux. Il est pas là.
Parfait. Il monte à l'étage. Steven retient son souffle. Ils sont à 2 mètres de lui, juste de l'autre côté du mur. Il les entend marcher dans le couloir. Sur la caméra du couloir, il les voit. Ethan s'approche de l'escalier, sort un tournevis de sa poche et il commence à dévisser la 5e marche, celle que Steven avait revissée. Steven sent son cœur exploser dans sa poitrine. Putain. Il enregistre tout avec son téléphone. Ethan finit, range son tournevis. Rebecca va voir dans la salle de bain. Elle ouvre l'armoire à la pharmacie. Elle prend les médicaments de Steven, les pilules pour la tension. Elle ouvre une des boîtes, sort quelque chose de sa poche, un petit sachet. Elle verse le contenu dans les pilules. Elle referme et remet tout en place. Steven enregistre toujours, les mains qui tremblent tellement que l'image est floue. Ethan et Rebecca descendent, ils vont dans le garage. Sur la caméra du garage, Steven les voit. Ethan s'approche du tableau électrique, ouvre le boîtier, il sort un couteau, coupe partiellement un câble. Pas complètement, juste assez pour que ça reste dangereux. Il referme le boîtier. C'est bon, on y va. Ils sortent, montent dans leur Tesla et partent. Steven reste dans la chambre d'amis, assis par terre, le téléphone dans les mains, les vidéos enregistrées. La preuve, il vient de filmer 2 personnes en train de saboter sa maison, en train d'essayer de le tuer. Il appelle Jake, direct. Papy, qu'est-ce qu'il y a? Jake, viens maintenant, j'ai les preuves. 1 heure plus tard, Jake est là. Steven lui montre les vidéos. La marche dévissée, les médicaments trafiqués, le câble coupé. Jake devient blanc. Putain, papy, ils essayent vraiment de te tuer. Je sais, faut appeler la police maintenant. Steven compose le 911. Police, quelle est votre urgence? J'ai des gens qui essayent de me tuer. J'ai des preuves vidéo. 20 minutes plus tard, 2 flics débarquent. Officier Chen et officier Martinez. Steven leur montre tout. Les vidéos, les contrats, il explique le Life Estate. Chen regarde les vidéos longuement. Monsieur, c'est grave ce que vous nous montrez là. Très grave. Je sais. Vous allez les arrêter? Martinez prend des notes. On va ouvrir une enquête. Tentative d'homicide, mise en danger de la vie d'autrui. Et moi, je fais quoi en attendant? Vous quittez cette maison. Immédiatement, allez chez votre petit-fils ou à l'hôtel, quelque part où vous êtes en sécurité. Steven regarde autour de lui, sa maison, ses souvenirs. Et je reviens quand? Les 2 flics échangent un regard. Monsieur, légalement, cette maison appartient à monsieur et madame Morrison. Vous avez un droit d'usage, c'est tout. Si vous partez, ils peuvent la récupérer. Steven sent ses jambes trembler. Quoi? Le contrat de Life Estate explique. Si vous n'occupez plus la résidence principale, ils peuvent invoquer une clause d'abandon. Mais je pars parce qu'ils essayent de me tuer. On le sait et on va les poursuivre. Mais juridiquement, c'est compliqué. Jake, lui, il est moins serein que Steven. Il explose direct. Mais vous foutez de notre gueule! Mon grand-père peut pas rester ici. Ils vont le tuer. Mais s'il part, il perd sa maison. C'est foutage de gueule. Jen soupire. Je suis désolé, c'est la réalité du contrat qu'il a signé. Steven s'assoit lourdement. Il comprend maintenant. Le piège. Le putain de piège parfait. Soit il reste et il risque de mourir, soit il part et il perd sa maison. Dans les 2 cas, Ethan et Rebecca gagnent. 2 jours plus tard, Ethan et Rebecca sont convoqués au commissariat. Ils arrivent avec leur avocat, Maître Harrison, costume impeccable. L'interrogatoire dure 3 heures. Il nie tout apparemment. Ces vidéos sont truquées, on faisait des réparations préventives. La marche était déjà fragile, on voulait la sécuriser nous-mêmes. On l'a jamais touché aux médicaments de Monsieur Stevens. Le câble électrique, on a vu qu'il était abîmé. On voulait appeler un électricien. Leur avocat sort l'artillerie lourde. Mon client a un droit d'accès légal à cette propriété. Toutes les preuves montrées peuvent être interprétées comme de l'entretien normal. Si Monsieur Stevens se sent harcelé, il peut partir. Personne ne le retient. Apparemment, l'un des officiers aurait demandé « Et pour les médicaments ?» Quelle preuve que c'était dans les médicaments? La vidéo montre juste que ma cliente a ouvert l'armoire à pharmacie. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Écoutez, officier, mes clients ont payé 240 000 $ pour cette propriété. Ils ont tous les droits légaux d'y accéder et de l'entretenir. Si Monsieur Steven regrette son contrat, ce n'est pas leur problème. Il se lève et dit « À moins que vous ayez de vraies preuves, et je veux dire de vraies preuves, pas des vidéos floues interprétables, je suggère que vous laissiez mes clients tranquilles. Sinon, on vous poursuit pour harcèlement et on poursuit Monsieur Steven pour diffamation. » Ethan et Rebecca sortent du commissariat, libres et souriants. 1 semaine plus tard, Steven a quitté sa maison. Il vit chez Jake maintenant, dans la chambre d'amis. Ses affaires dans des cartons, sa Mustang toujours dans le garage de sa maison. Enfin, leur maison. Un des officiers qui se soucie de l'affaire, c'est quand même beau ça d'ailleurs, appelle Monsieur Steven. Monsieur Steven, je suis désolé. Le procureur classe l'affaire. Pas assez de preuves pour poursuivre. Steven ferme les yeux. Ok, d'accord. Vous pouvez peut-être porter plainte au civil. Essayer de casser le contrat. Ça va coûter combien ça?
Je sais pas, sûrement des dizaines de milliers de dollars et des années de procédure. Steven raccroche après ça. Il s'assoit sur le canapé de Jake et regarde par la fenêtre. Il a 70 ans, il vient de perdre sa maison. Les 240 000 dollars, ok, il les a toujours sur son compte. Mais qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Voyager? En ce moment, il a pas trop la tête à ça. Racheter une maison? Avec quoi? Cet argent suffira à peine pour un appart pourri de nos jours. Il est piégé. 3 mois ont passé et Jake conduit Steven devant l'ancienne maison, juste pour passer, pour voir. La pelouse est toujours impeccable, les rosiers sont taillés, et devant le garage, il y a une pancarte. À louer, maison 3 chambres, 2800 dollars par mois. Steven sent quelque chose se briser dans sa poitrine. Il loue sa maison. Ethan et Rebecca ne vivent même pas dedans. Ils la louent, ils se font du fric avec. En attendant qu'il meure, parce que quand Steven mourra, la maison leur reviendra définitivement. Ils pourront la revendre combien ils veulent. Ou ils pourront continuer à la louer. Ou en faire ce qu'ils veulent en fait. Ils ont payé 240 000 dollars. Ils ont déjà récupéré une partie en loyer. Et quand Steven mourra, ils empocheront le reste. C'est un investissement. Steven est un investissement. Et plus longtemps il vit, moins c'est rentable pour eux. Voilà pourquoi ils ont essayé d'accélérer les choses. Jake redémarre la voiture. Steven regarde la maison disparaître dans le rétroviseur. Il dit rien. De toute façon, il n'y a rien à dire. 6 mois plus tard, Steven a vieilli, genre vraiment. Il a perdu du poids, des cheveux, de la lumière dans les yeux. Il fait plus de vélo le matin, il bricole plus. Il va plus au barbecue, il existe, c'est tout. Il vit chez Jake, paye un petit loyer avec l'argent du Life Estate. L'argent qui devrait lui servir à voyager, à profiter de la vie. Il l'utilise pour survivre, pour payer un toit qu'il possédait déjà avant. L'ironie est cruelle. Jake le regarde se décomposer, petit à petit. Le stress l'a cassé. Ethan et Rebecca l'ont tué, sans le tuer. Quelque temps après, Jake reçoit un email. Expéditeur Ethan Morrison. Objet, opportunité d'investissement. Il ouvre l'email et lit. Bonjour, nous sommes désolés pour le malentendu avec votre grand-père. Nous espérons que tout va bien pour lui. Nous continuons à investir dans des propriétés en life estate dans la région. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par notre offre, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Cordialement, Ethan et Rebecca Morrison. Jake ferme le mail. Il regarde son grand-père qui a piqué un petit somme sur le canapé. Il est vieux, cassé, vaincu. Et il comprend. Ils font ça en boucle en fait. Ils trouvent des vieux, seuls, qui ont besoin d'argent. Ils leur achètent la maison en life estate et ils les poussent à partir. Et ils récupèrent tout, légalement, proprement, sans jamais se salir les mains. C'est un business leur truc, un putain de business. Et Steven était juste un client. Franchement, si quelqu'un sonne à votre porte pour vous proposer d'acheter votre maison en viager, bah fermez la porte, verrouillez et réfléchissez bien. Parce que ce contrat, c'est pas juste un bout de papier, c'est un piège légal imparable. Et une fois que vous avez signé, vous avez vendu bien plus que votre maison. Vous avez vendu votre liberté, votre sécurité et peut-être même votre vie. Steven a 71 ans maintenant. Il vit chez son petit-fils, il regarde la télé, il mange, il dort et il attend. Il attend de mourir. Et quelque part, dans une maison avec pelouse impeccable et rosiers bien taillés, Ethan et Rebecca attendent aussi. Ils attendent le retour sur investissement. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Steven n'a clairement pas de chance. Il a essayé de vendre sa maison en life estate là apparemment, comme Viager, le truc en France apparemment. Je connais pas trop. Moi j'avoue, je peux pas te dire si les clauses, on a les mêmes clauses aux États-Unis et tout. Moi c'est ce que j'ai réussi à comprendre avec l'histoire et tout. J'ai essayé de vous remettre ça proprement. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. C'est pour ça que je vous ai introduit que Viager, le mot Viager, histoire de dire, etc. Mais là-bas c'est life estate, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu similaire. Voilà. Mais ouais, du coup, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, bah attends. T'achètes la maison de quelqu'un, mais il peut quand même continuer à vivre. Mais, bah, suffit de, tu vois, faire comme ils ont fait. Clouc, clouc. Donc voilà, Steven qui aurait dû couler des jours heureux, à faire des voyages, à profiter de l'argent qu'il a bien mérité, je pense. Et ben non, il est là chez Jake et je pense que, tu vois, c'est quelqu'un à 70 ans qui vivait très bien. Il faisait du vélo, il faisait du sport, machin. Et là, il est en train de dépérir à une vitesse grand V parce que il s'est pris une gigadouille en fait. Donc c'est horrible pour lui. Et voilà. J'espère qu'il pourra remonter la pente. Allez, on passe au prochain thread. Et justement, ce second thread, il nous est partagé par une abonnée. Estelle raconte cette histoire parce que même si ça date, elle ne l'a jamais oublié. Ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. À l'époque, sa sœur Ellie a 14 ans et Estelle en a 13. Dans le nord de la France, une boîte de nuit pour mineurs vient d'ouvrir. C'est vendu comme un endroit safe, pas d'alcool, réservé aux 14-17 ans avec une surveillance soi-disant adaptée. Comme plusieurs amis y vont, elle finit par convaincre leurs parents de la laisser essayer. Sa première soirée se passe bien. Du coup, elle commence à y retourner régulièrement. Mais assez vite, un truc change.
le patron de la boîte commence à organiser des sorties en dehors du club. Laser game, karting, bowling et surtout, il invite principalement des filles en disant que c'est juste pour s'amuser entre jeunes. Forcément, les parents d'Estelle trouvent ça chelou. Ils demandent à rencontrer le patron avant d'autoriser Estelle à participer à ses sorties. Ils le voient, discutent avec lui et finissent par dire oui parce qu'il a l'air correct, sérieux et qu'en plus, il dit qu'il prend tout en charge. Quelques jours plus tard, il propose une sortie bowling. Ellie demande si Estelle peut venir avec eux. Il accepte mais précise quand même qu'Estelle devra payer sa place vu qu'il ne la connaît pas. Le patron, deux filles qu'elle connaît vaguement, Ellie et Estelle. Ils s'installent, commencent à boire, franchement tout semble normal. Avant de commencer à jouer, le patron dit qu'il va fumer une cigarette. Une des filles le suit, puis la deuxième. Comme Ellie fume aussi à l'époque, elle lui propose de venir. Estelle, elle, reste à table. On lui dit « Reste là, on n'en a pas pour longtemps ». Quelques minutes passent et là, Estelle voit sa sœur revenir, mais pas comme d'habitude. Ellie a les yeux rouges, le regard bizarre, elle a l'air paniquée, mais elle essaye de faire comme si tout allait bien. Elle s'approche d'Estelle et lui dit tout bas « Viens avec moi aux toilettes ». Une fois seule, Ellie lui raconte tout. Quand elles sont sorties fumer, Ellie sort une cigarette de son paquet, mais une des filles lui en propose une autre. Une cigarette dans un tube bizarre, pas comme une clope normale. Ellie refuse au début, mais la fille et le patron insistent lourdement. Elle finit par tirer une latte, direct, elle trouve ça bizarre, le goût est différent, chimique. Elle le dit, la fille lui répond « Mais non, t'inventes ». Ellie retente une bouffée, puis jette la cigarette. Quelques secondes plus tard, elle commence à se sentir mal, comme si tout tournait autour d'elle. C'est là qu'elle panique et revient chercher Estelle. Estelle est terrorisée, elle a 13 ans, elle ne comprend pas tout mais elle sent que quelque chose ne va pas. Une des filles vient les chercher aux toilettes en demandant ce qu'elles font. Estelle répond qu'elles arrivent et profite du moment pour essayer de rassurer sa sœur. Ellie ne veut plus retourner avec eux. En sortant des toilettes, Estelle voit une serveuse au comptoir. Sans réfléchir, elle va la voir et lui raconte tout. La serveuse est hyper réactive. Elle écoute, pose des questions, essaye de comprendre. On voit sur son visage qu'elle est choquée. Pendant ce temps-là, le patron et les deux filles sont à quelques mètres. Leurs manteaux sont déjà sur le dos. Ils les regardent. Ils chuchotent entre eux. Une des filles revient et demande « Ça va pas ?» Puis le patron s'approche et dit « Bon je vais vous ramener chez vous ». Mais la serveuse s'interpose immédiatement. C'est pas la peine. Elles ont appelé quelqu'un, il arrive. Elle emmène Estelle et Ellie discrètement dans son bureau, à l'étage. Elle leur demande de tout raconter calmement. Elle essaye d'appeler leurs parents, mais personne ne répond. Elle prévient son supérieur pour signaler la situation. Puis elle décide de les raccompagner elle-même jusqu'au métro. En sortant du parking, elle remarque que le patron et les deux filles sont encore dehors. Ils attendent, ils regardent autour d'eux. Elle dit aux filles de se baisser dans la voiture, ce qu'elles font. Elle les dépose directement au métro. Estelle et Ellie la remercient comme elles peuvent. Sur le trajet du retour, elles sont tétanisées. Elles se retournent sans arrêt, persuadées d'être suivies. Ellie est complètement ailleurs, elle tremble, elle panique. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans cette boîte. Elle bloque tous les contacts liés au club, supprime tout. Elle raconte toute l'histoire à leurs parents. Estelle pense même que la serveuse avait laissé un message sur leur répondeur. Elles n'ont jamais su ce que ce type cherchait vraiment à faire. Pourquoi cette sortie uniquement avec des filles? Pourquoi cette cigarette? Et environ un mois plus tard, elles apprennent qu'il a quitté la région. Apparemment, il serait reparti vivre à Paris, comme avant. Cette histoire a marqué Estelle pendant longtemps. Et même aujourd'hui, elle reste persuadée d'une chose. Il faut toujours écouter son instinct. Quand quelque chose te paraît bizarre, c'est sûrement parce que ça l'est. Et bah, un grand merci à toi de nous avoir partagé cette histoire. Et si toi aussi d'ailleurs tu veux partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Franchement, si un mec vous invite chez lui pour un premier rendez-vous Tinder et que sa mère est là avec un carnet pour noter tout ce que vous dites, vous vous cassez direct, non? Parce que Laura, elle est restée. Et là, elle le regrette tellement qu'elle passe sa nuit enfermée dans ce qui est censé être sa future chambre, à essayer de s'échapper d'une maison où une femme a déjà choisi les prénoms de ses futurs gosses. Ah, ça donne envie. Allez, reprenons là où tout a commencé. Laura, 26 ans, comptable dans une boîte de conseil. Elle est célibataire depuis trop longtemps. Genre 2 ans à swiper sur Tinder entre 2 dossiers Excel et des soirées Netflix en solo. Elle vit dans un studio pourri, 28 mètres carrés, vue sur un mur gris, chauffage qui marche une fois sur 2. Mais bon, c'est chez elle. Elle paye son loyer, elle fait ses courses, elle a sa petite routine. Le dimanche soir, elle scrolle sur Tinder, c'est devenu une sorte de réflexe. Elle swipe à gauche, et là, Thomas. Thomas, 28 ans, photo de profil normale. Sourire sympa, pas trop en mode « t'inquiète, j'ai envie de pécho ». Il a une petite bio courte, passionné de rando et de bonne bouffe. Cherche quelqu'un avec qui partager des moments simples. Ok, rien de ouf, mais rien de louche non plus. Elle swipe à droite, match immédiat. Il lui envoie un message direct.
Salut Laura, t'as l'air cool sur tes photos. T'es plutôt team montagne ou team mer? Conversation classique, fluide, pas de red flag, il parle de randonnée, de bouffe, de série. Thomas est attentionné, pose des questions, rebondit sur ce qu'elle dit. Au bout de 3 jours, il lui propose un rendez-vous. Ça te dit qu'on se voit vendredi soir? Je te propose de venir chez moi, je te fais un apéro maison, j'habite dans un petit quartier, c'est tranquille. Laura hésite 2 secondes. Premier rendez-vous chez un mec qu'elle connaît pas, c'est pas top niveau sécurité. Mais bon, ils ont échangé leur Instagram, elle a vu ses posts, il y a des photos avec des potes, des photos de voyage, rien de bizarre. Elle se dit qu'elle peut tenter. Ok, pourquoi pas? Tu m'envoies l'adresse? Vendredi soir, elle met une robe simple, un peu de maquillage, rien de trop. Elle prend sa voiture, met l'adresse dans le GPS. C'est un quartier pavillonnaire, des maisons avec des petits jardins, des haies bien taillées, genre banlieue tranquille où tout le monde se connaît. Elle se gare devant un pavillon blanc avec des volets bleus. Jardin impeccable, rosier, pelouse tondue au millimètre. Elle envoie un message, je suis là. Thomas sort direct, grand sourire, jean et chemise. Il lui fait la bise. Content de te voir, entre, fais comme chez toi. Elle rentre et là au fond du salon, assise dans un fauteuil, une femme, la soixantaine, cheveux gris attachés en chignon serré. Robe à fleurs, elle sourit en voyant Laura. Thomas referme la porte derrière elle. Ah oui, je te présente ma mère, Martine. Martine se lève, elle s'approche avec un sourire un peu trop large. Elle prend Laura dans ses bras, longue accolade, trop longue. Oh ma chérie, enfin, Thomas m'a tellement parlé de toi. Je suis tellement contente de te rencontrer. Laura se dégage doucement, elle jette un œil à Thomas genre ouais, t'aurais pu me prévenir que ta mère serait là, Mais il fait comme si de rien n'était. Allez viens, assieds-toi. Le salon est particulier, tout est propre, nickel, mais il y a un truc. Beaucoup de photos encadrées sur les murs, des photos de Thomas, Thomas bébé, Thomas enfant, Thomas ado, Thomas adulte. Toujours avec Martine à côté de lui, jamais de père sur les photos. Laura s'assoit, Thomas s'assoit à côté d'elle. Martine s'installe entre eux deux. Genre elle se pose littéralement au milieu du canapé séparant Laura et Thomas. Alors ma belle, raconte-moi tout. Thomas m'a dit que tu travaillais dans les chiffres. Oui, je suis comptable. Martine sort un petit carnet de sa poche, un carnet à spirale avec une couverture fleurie. Elle l'ouvre et prend un stylo. Et elle commence à écrire. Laura la fixe. Vous prenez des notes? Oh oui ma chérie, j'ai une mémoire de poisson rouge maintenant. Alors je note tout. Comme ça je peux me souvenir de tous les détails importants. Elle écrit. Laura, comptable, chiffres. Thomas sert du vin, il tend un verre à Laura. T'inquiète pas, maman fait toujours ça. C'est une maniaque de l'organisation. Laura prend une gorgée, le vin est bon, au moins. Elle essaye de se détendre. Ok, c'est bizarre qu'il n'ait pas prévenu que sa mère serait là. Mais bon, peut-être qu'elle habite avec lui. Peut-être qu'elle est en colocation avec son fils. Ça arrive. Martine pose des questions, beaucoup de questions. Tu as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Martine note. Fille unique. Tes parents, ils habitent où? À Washington. Ok. Elle note. Parents à Washington. Loin. Tu les vois souvent? Une fois par mois à peu près. Elle note. Elle aime bien sa famille. Laura commence à se sentir mal à l'aise. C'est quoi cet interrogatoire? Elle jette un œil à Thomas. Il sourit, tranquille, comme si c'était la situation la plus normale du monde. Bon, dit Martine en refermant son carnet. Je vais te faire visiter la maison. Viens ma chérie. Martine se lève, elle tend la main à Laura. Laura hésite, mais elle la prend. Elles sortent du salon. Thomas reste assis, il boit son vin, il regarde son téléphone. Martine la guide dans le couloir, il y a des photos partout, des cadres sur chaque mur, toujours Thomas. Thomas à tous les âges de sa vie. C'est mon petit prince, mon unique raison de vivre. C'est ce que dit Martine en caressant une photo de Thomas, enfant. Elle s'arrête devant une porte et l'ouvre. Voilà ta chambre. Ta chambre? Ouais. Laura entre et la pièce est flippante. Tout est rose, rose pâle sur les murs, rose foncé pour les rideaux. Un lit double avec une couette rose, des coussins partout. Sur la table de nuit, une lampe en forme de cœur. Et sur les murs, des cadres, mais vides. Genre 10 cadres vides accrochés au mur. C'est pour nos futures photos de famille. Toi, Thomas et puis les enfants. Faut prévoir la place. Laura sent son estomac se nouer. Madame, je pense qu'il y a un malentendu. Je suis juste venu pour un apéro. C'est notre premier rendez-vous. Je sais, ma chérie. Mais quand on sait, on sait. Moi, j'ai su dès que Thomas m'a montré ta photo. Elle ouvre le placard, il est rempli de fringues, des robes, des pulls, des jeans, tout en taille 38.
J'ai tout préparé. J'ai regardé tes photos sur Instagram et j'ai vu ta morphologie. Tu fais du 38, non? Laura recule. Comment? Mais comment ça? Comment vous savez ma taille? Oh ma chérie, j'ai de l'expérience. J'ai acheté des vêtements pour Thomas toute ma vie, je sais reconnaître une taille. Elle sort une robe du placard, une robe bleu marine simple. Tiens, essaye celle-là, je pense qu'elle t'ira à merveille. Non merci, je dois y aller. Martine repose la robe. Tu veux voir la salle de bain? J'ai acheté tes produits préférés. Shampoing à l'argan, crème hydratante Nivea. J'ai tout noté sur ton Instagram. Laura sent la panique monter. Cette femme a vraiment stalké son Instagram. Elle a acheté des fringues. Elle a préparé une chambre. Viens, je vais te montrer la chambre du bébé. Laura veut dire non, elle veut partir, mais Martine lui prend la main. Une prise ferme, pas agressive, mais insistante. Elles sortent de la chambre rose. Martine ouvre la porte d'à côté. Chambre d'enfant, complète. Un berceau blanc au milieu de la pièce. Un mobile au-dessus, avec des petits animaux qui pendent. Une commode remplie de body, de pyjamas, de bavoirs. Des peluches sur une étagère, un tapis de jeu au sol. Sur le mur, un tableau blanc avec des prénoms écrits au feutre bleu. Garçon, Nathan, Lucas, Hugo et Théo. Filles, Chloé, Emma, Léa, Manon. J'ai fait une shortlist, mais on pourra en discuter tous ensemble. Bien sûr, Thomas, il préfère Nathan pour un garçon. Moi, je trouve Lucas plus doux. Et toi, t'as une préférence? Laura la fixe, elle sait plus quoi dire. Son cerveau tourne à fond. Je sais pas, j'y ai pas vraiment pensé. C'est normal, ma belle. Tu viens d'arriver, mais t'inquiète, on a le temps. 3 ou 4 enfants, c'est bien. Après, ça fait beaucoup de travail. Mais bon, avec Thomas qui aide, ça devrait aller. 3 ou 4 enfants? Martine ouvre un tiroir de la commode. Elle sort une grenouillère, rose avec des petits lapins dessus. Regarde comme c'est mignon. Pour une petite fille, j'imagine déjà Thomas la promener dans le jardin. Laura recule vers la porte. Madame, franchement, je comprends pas ce qui se passe là. C'est notre premier rendez-vous, on se connaît depuis 3 jours. Martine range la grenouillère. Mais je sais, ma chérie, mais regarde. Moi et le père de Thomas, on s'est mariés après 2 semaines. 2 semaines. Et on a eu 30 ans de bonheur ensemble avant qu'il parte. Elle a les larmes aux yeux. Il est mort il y a 5 ans. Cancer. Et depuis, c'est juste moi et Thomas. Mais Thomas, il a besoin d'une femme. Il a besoin de fonder une famille. Et toi, t'es parfaite. Elle s'approche de Laura, pose ses mains sur ses épaules. Tu es jeune, t'es jolie, t'as un bon travail, t'es seule, c'est parfait. Tu vas pouvoir te consacrer à Thomas, à nous. Laura se dégage. Je dois vraiment y aller. Elle sort de la chambre, retourne dans le couloir. Martine la suit. Attends, j'ai encore quelque chose à te montrer. Martine ouvre une autre porte. Sa chambre à elle. Grande, lit queen size, armoire ancienne. Tout est beige et marron. Elle va vers l'armoire, l'ouvre et sort une housse. Regarde. Elle dézippe la housse, à l'intérieur une robe de mariée. Mais pas une belle robe, non, une robe moche, vraiment moche, dentelle jaunie par le temps, col montant qui doit gratter, manches bouffantes style années 50, une jupe immense avec des layers de tulle. Ma mère l'a portée en 1952, moi je l'ai portée à mon mariage, et maintenant, c'est ton tour. Elle sort la robe de la housse, la tient contre Laura. Attends, bouge pas. Martine la regarde de haut en bas, penche la tête. Faudra faire quelques retouches, t'es plus mince que moi à l'époque, mais t'as la bonne morphologie. Avec un petit coup de couture au niveau de la taille, ça sera parfait. Laura essaye de reculer, mais Martine la tient par le bras. Vas-y, touche le tissu, c'est de la vraie dentelle, ça existe plus maintenant, c'est précieux. Madame, s'il vous plaît, Mais essaye-la, juste pour voir. Non, j'ai pas envie. Allez, juste 2 minutes. J'ai dit non. Laura hausse le ton. Martine la lâche. Elle a l'air blessée. Bon, très bien. On fera ça plus tard, quand tu seras prête. Elle raccroche la robe dans la housse, la range dans l'armoire, puis elle se tourne vers Laura. Allez, viens, on retourne au salon. Thomas doit se demander ce qu'on fait. Elle retourne au salon, Thomas est toujours là, tranquille, il scrolle sur son téléphone. Il lève les yeux. Alors, la visite s'est bien passée? Laura le fixe. Mais Thomas, c'est quoi ce délire là? Il sourit. Mais quel délire? Mais ta mère, elle a préparé une chambre pour moi. Une chambre pour des gosses, elle veut que je porte sa robe de mariée. Thomas hausse les épaules. Ah ouais, maman est un peu enthousiaste. Mais c'est mignon, non? Mignon? Martine s'assoit à côté de Thomas. Elle lui caresse les cheveux. Mon chéri, tu vas pas montrer à Laura ton atelier? Bonne idée, maman. Thomas se lève. Viens, j'ai un truc à te montrer au sous-sol. Le sous-sol. Laura hésite. Tous ses instincts lui disent de partir maintenant, tout de suite. Mais Thomas a l'air tellement normal, comme si toute cette situation était juste un gros malentendu.
Elle le suit, escalier qui descend, sous-sol aménagé, atelier de bricolage. C'est un petit établi avec des outils bien rangés, des étagères avec des pots de vis, de clous, de chevilles. Je fabrique des meubles. Regarde, j'ai fait cette bibliothèque. Et il lui montre une bibliothèque en bois. C'est beau. Ouais, c'est bien fait. Ouais, t'es doué, bien joué. Merci. Maman dit que je tiens ça de mon père. Il s'approche de l'établi, passe sa main sur le bois. Tu sais, Laura, maman a raison. T'es parfaite. Laura sent son sang se glacer. Parfaite pour quoi? Pour nous, pour la famille. Il se tourne vers elle et sourit. Je sais que c'est bizarre, je sais que c'est rapide, mais quand on sait, on sait. Toi et moi, on est faits l'un pour l'autre. Mais Thomas, on se connaît depuis 3 jours. Et alors? Mon père a demandé maman en mariage au bout de 2 semaines. Ça a marché pour eux, ça marchera pour nous. Laura recule vers l'escalier. Je vais y aller. Ah ouais? Déjà? Oui, merci pour l'apéro, mais c'est pas pour moi. Elle monte les marches vite, Thomas la suit. Laura, attends. Elle arrive dans le salon, prend son sac, Martine se lève. Tu bois déjà, ma chérie? Oui, je dois rentrer. Mais tu viens à peine d'arriver, on n'a même pas mangé. Laura se dirige vers la porte d'entrée. Martine se place devant elle. Mais s'il te plaît, reste encore un peu, on a préparé un bon repas. Du poulet rôti, des légumes et un gâteau au chocolat. Non merci, je dois vraiment y aller. Thomas s'approche, il met sa main sur l'épaule de Laura. Doucement, mais elle le sent. Le côté possessif. Laura, reste. Elle se dégage. Non, lâche-moi. On voulait te montrer une chose. Martine ouvre un tiroir dans le meuble de l'entrée, sort une enveloppe craft et l'ouvre. Allez, regarde. C'est des papiers. Laura les prend, elle les lit. C'est un planning, un putain de planning. Semaine 1, installation de Laura dans la chambre rose. Semaine 2, présentation aux voisins. Semaine 3, choix de la date du mariage. Mois 2, mariage à la mairie. Mois 3, début des essais bébés. Mois 12, naissance du premier enfant. Laura lâche les papiers. Il tombe par terre. Mais vous êtes malade! Martine ramasse les papiers. Mais non, ma chérie, on est juste organisé, faut bien planifier ces choses-là. Laura attrape la poignée de la porte, fermée à clé. Elle tire, rien. Thomas, ouvre cette porte! Il secoue la tête. Pas avant qu'on ait discuté. Mais y a rien à discuter. Ouvre cette putain de porte! Martine s'approche, elle a toujours ce sourire flippant. Moi chérie, calme-toi, on veut juste que tu restes un peu pour qu'on apprenne à se connaître. Laura tape contre la porte. Laissez-moi sortir! Thomas soupire. Maman, elle est pas prête. Je sais, ma chérie. Faut lui laisser du temps. Martine prend Laura par le bras, fermement. Allez, viens, ma belle. On va retourner dans ta chambre. Tu vas te reposer et demain matin, on pourra discuter calmement. Mais lâchez-moi! Laura essaye de se dégager, mais Martine a une poigne de fer. Thomas les rejoint, il prend l'autre bras de Laura. À deux, il la traîne vers le couloir. Laura se débat, elle hurle, elle donne des coups de pied, mais ils sont deux et elle est seule. Il la pousse dans la chambre rose, la lâche. Laura tombe sur le lit. Repose-toi bien, ma chérie. Demain, tout ira mieux. Thomas sort, Martine aussi, la porte se ferme. Clic. Le bruit d'un verrou. Laura se lève, court vers la porte, tourne la poignée. Fermée. Elle tambourine contre le bois. Ouvrez! Laissez-moi sortir! C'est le silence. Elle regarde autour d'elle la fenêtre. Elle va vers la fenêtre, tire les rideaux roses. Et la fenêtre a des barreaux, des putains de barreaux. Elle essaye de les secouer, ils bougent pas. Ils sont bien fixés dans le mur. Elle regarde dehors, c'est l'arrière de la maison, le jardin. La nuit est tombée, il y a personne dans les maisons d'à côté. Elle crie. À l'aide! Quelqu'un! Aidez-moi! Ah rien, le quartier est silencieux. Elle retourne vers la porte, la frappe avec ses poings. Bande de tarés! Laissez-moi sortir! De l'autre côté, elle entendait pas la voix de Martine. Mais ma chérie, arrête de crier, les voisins vont se plaindre. Mais je m'en fous des voisins! Ouvrez cette porte! On ouvrira demain matin pour le petit déjeuner. En attendant, repose-toi. Il y a des livres sur l'étagère si tu t'ennuies. Les pas s'éloignent, Laura se laisse glisser le long de la porte. Elle s'assoit par terre, le dos contre le bois, les mains qui tremblent. Putain, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle sort son téléphone, commence à appeler la police. Mais quelques secondes après, elle entend la poignée de la porte bouger et Thomas rentre dans la pièce. Elle cache son téléphone derrière son dos. Écoute Laura, faut que je te parle d'un truc. Sauf que à ce moment-là, Martine débarque et commence à vouloir parler avec Laura. Thomas lui dit « Attends maman, s'il te plaît, tu peux nous laisser parler 10 minutes tranquillement ?»« Mais bien sûr, ma chérie !» Et elle lui dit ça avec un petit clin d'œil. Thomas se rapproche de Laura et parle plus doucement. « Je sais pas comment te dire ça, mais écoute-moi bien. Dans un premier temps, je suis désolé. Je sais, c'est un rendez-vous un peu spécial, mais comment te dire ça ? Bon, je vais y aller de but en blanc. C'est pas facile, mais voilà.
Ma mère est atteinte d'un cancer très avancé et c'est vrai qu'elle a plus toutes ses capacités. Elle vit dans son monde et j'avoue que je vais dans son sens. Je veux qu'elle soit heureuse et je sais que l'une des choses qui lui ferait le plus plaisir, c'est que j'ai une femme avant qu'elle décède. Mais bon, comme tu l'as vu, elle est un peu old school. Et je sais pas comment lui dire non plus pour pas la blesser. Alors excuse-moi de t'avoir mis là-dedans. Donc si tu veux partir en toute discrétion pour pas lui faire du mal, libre à toi. Je te donne la clé et je pense que d'ici 1 heure, elle devrait aller au lit. Elle va prendre ses médicaments et ses somnifères et dormir comme il faut. Alors là, après ce monologue, comment te dire que Laura, elle bug littéralement, mâchoire ouverte. Elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou est-ce que c'est tout simplement un piège? Pourtant, Thomas a l'air sincère et en voyant qu'elle ne répond pas, il sort de la chambre en lui faisant un petit bisou sur le front. Laura reste assise sur le lit rose, son téléphone dans les mains. Elle fixe la porte fermée. Son cerveau tourne en boucle. Cancer en phase terminale, plus toutes ses capacités, vit dans son monde. Putain, mais ça expliquerait tout. Le carnet, les chambres préparées, le planning délirant, la robe de mariée moisie. Ou alors, tout ça, c'est juste un gros mensonge pour qu'elle reste sage. Pour qu'elle se calme, pour qu'elle arrête de hurler et de tambouriner contre la porte. Laura regarde l'heure sur son téléphone, 22h47. 1 heure, il a dit 1 heure. Elle se lève, marche de long en large dans la chambre. Ses options. Option 1, elle appelle la police maintenant. Il débarque, ça fait un scandale, Martine pète un câble et si c'est vrai qu'elle est mourante, et bah Laura passe pour la pire des connes. Option 2, elle attend. 1 heure, Thomas lui a donné la clé. Enfin, promis de la lui donner. Elle sort discrètement. Elle se casse, elle bloque tout le monde. Fin de l'histoire. Laura se rassoit sur le lit, regarde autour d'elle. Cette chambre rose de malade, ces cadres vides, ce placard rempli de fringues à sa taille. Si c'est vrai, si Martine est vraiment en train de mourir, c'est juste triste. Triste et flippant. Une femme qui se crée un monde imaginaire où son fils se marie, où il a des gosses, où tout est parfait. Et Thomas qui joue le jeu pour pas la blesser. Ou alors c'est du bullshit total et Laura est juste naïve de croire ça. Elle entend des bruits dans la maison, des pas, la voix de Martine. « Moi chérie, tu viens regarder la télé avec maman ?»« Oui maman, j'arrive. » Le bruit de la télé qui s'allume, un générique de série, quelque chose de vieux, genre années 80. Laura attend, regarde l'heure, 23h02. Encore 45 minutes à peu près. Elle s'allonge sur le lit, fixe le plafond, les mains croisées sur le ventre. Son téléphone vibre. Un message de sa collègue. « Tout va bien ? T'as pas donné de nouvelles ?» Laura tape une réponse. « Oui, ça va, rendez-vous bizarre, mais ça va, normalement je devrais rentrer bientôt. » « Ok, bah raconte-moi tout demain. » Laura pose le téléphone à côté d'elle, ferme les yeux, respire. Les minutes passent, lentement. 23h15. Elle entend encore Martine et Thomas dans le salon. Ils parlent, ils rient même. Comme une mère et son fils qui regardent la télé un vendredi soir. Normal, presque normal. Il est 23h30, les voix s'éteignent, des pas dans le couloir, la porte de la salle de bain qui s'ouvre, l'eau qui coule. « Bonne nuit mon chéri. »« Bonne nuit maman. Dors bien. » Une porte qui se ferme. Silence. Laura se redresse et elle écoute. Y a plus rien. 23h45. Elle se lève, s'approche de la porte, colle son oreille contre le bois. Silence complet. Puis un bruit. Léger. Dans le couloir. La clé qui tourne dans la serrure. Clic. Laura recule, la porte s'entrouvre. Thomas passe la tête. Chut. Il entre, ferme la porte derrière lui. Doucement, il lui tend une clé. Tiens, pour la porte d'entrée. Maman dort, elle a pris ses somnifères. Tu peux y aller. Laura prend la clé, la fixe dans sa main. C'est vrai ? Le cancer ? Thomas baisse les yeux. Ouais, stade 4, pancréas. Les médecins lui donnent 3 mois, maximum. Il relève la tête. Je suis vraiment désolé pour ce soir. J'aurais dû te prévenir, mais je savais pas comment expliquer tout ça par message. Et je savais que si je le disais, bah, tu viendrais pas. Laura range son téléphone dans sa poche. Pourquoi moi ? Parce que t'avais l'air gentil sur tes photos, dans tes messages. Je me suis dit que peut-être tu comprendrais. Que tu jouerais le jeu juste pour une soirée, pour lui faire plaisir. Il passe sa main dans ses cheveux. Mais bon, j'ai merdé. Elle est allée trop loin avec ses histoires de chambre et de planning. Je pensais pas qu'elle pousserait à ce point. Laura prend son sac. Je peux y aller maintenant ? Ouais, vas-y. Elle ouvre la porte, sort de la chambre rose, traverse le couloir, les photos de Thomas partout sur les murs, à tous les âges. Elle arrive dans l'entrée. Thomas la suit à distance. Elle met la clé dans la serrure, tourne, et la porte s'ouvre. L'air frais de la nuit entre dans la maison. Laura se retourne. Ta mère, elle a déjà fait ça avant ? Avec d'autres filles ? Thomas secoue la tête. Non, t'es la première. J'ai essayé avec d'autres rendez-vous avant, mais j'arrivais jamais à leur expliquer.
Alors elle partait direct en voyant maman. Et le carnet? Les fringues? Oh, ça, c'est elle. Elle a fait ça toute seule. Elle a stalké ton Instagram pendant des heures. Elle voulait que tout soit parfait. Laura sort sur le perron, se retourne une dernière fois. Bon courage Thomas, vraiment. Merci et désolé encore. Laura descend les marche jusqu'à sa voiture. Elle monte et démarre. Elle regarde dans le rétroviseur. Thomas est toujours sur le perron. Il lève la main, un petit geste de revoir. Laura s'éloigne et roule. 10 minutes plus tard, elle s'arrête sur le parking d'un 7-Eleven. Elle sort son téléphone, bloque Thomas sur Tinder, sur Instagram, efface leur conversation. Elle reste assise dans sa voiture, les mains sur le volant. Putain, quelle soirée de merde! Elle démarre et rentre chez elle. 2 semaines plus tard, Laura est au bureau, devant son ordinateur, des tableaux Excel partout, son téléphone vibre. Un numéro inconnu. Elle décroche. Allô? Laura? Une voix qu'elle reconnaît. Thomas, comment t'as eu mon numéro? Tu me l'avais donné. Écoute, il fallait que je t'appelle. Ma mère t'est morte hier soir. Alors là, Laura se fige. Merde, je suis désolé pour toi. Ouais, merci. Elle a beaucoup parlé de toi, jusqu'à la fin. Elle disait que t'étais parfaite, que tu reviendrais. Laura ferme les yeux. Thomas, T'inquiète, je lui ai rien dit. Je l'ai laissé croire. Ça la rendait heureuse. Ok. Bref, je voulais juste te dire merci d'être venu, même si c'était bizarre. Même si ça a mal tourné, au moins elle a pu rencontrer quelqu'un. Elle a pu jouer à la belle-mère pendant quelques heures. Et je te remercie également de ne pas avoir appelé la police. Laura ne sait pas du tout quoi répondre. Prends soin de toi, Laura. Et elle raccroche. Laura pose son téléphone, fixe son écran d'ordinateur. Les chiffres dansent devant ses yeux. Elle pense à Martine, à son carnet, à ses chambres préparées, à sa robe de mariée jaunie, à une femme qui savait qu'elle allait mourir et qui voulait juste voir son fils heureux avant de partir. C'est triste, c'est flippant, c'est les deux en même temps. Laura retourne à ses tableaux, ses calculs, sa vie normale. Mais pendant des semaines, à chaque fois qu'elle scrolle sur Tinder, elle pense à cette soirée, à Thomas, à Martine, à ce planning délirant. Et elle se demande combien de personnes vivent des trucs aussi bizarres. Des trucs qu'elle raconterait jamais à personne parce que c'est trop what the fuck. Des trucs qui restent coincés dans la gorge, comme un rendez-vous Tinder où une mère mourante t'a préparé une chambre rose et choisi les prénoms de tes futurs gosses. Alors, l'histoire, je l'ai prise, non pas que c'est la plus effrayante du monde, mais alors là, c'est mécanique, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, à la petite meuf là? T'es en mode, il lui dit 1 heure. Mais c'est quand même un guet-apens le truc parce qu'il est un peu d'accord. Alors je sais pas d'ailleurs les barreaux si c'était... Je sais qu'il y a des maisons, des fois il y a des barreaux comme ça, alors est-ce que c'était fait exprès ou quoi? Là sinon on passe au niveau au-dessus, si c'était vraiment pour la séquestrer. Je sais pas, ou est-ce que lui il voulait à la base, il devait y avoir une séquestration mais au final il a... Tu vois, il a fait non mais c'est peut-être un peu trop, je sais pas. Vraiment l'histoire elle est lunaire mais en même temps triste. Tu vois, si c'est vrai, si la mère, voilà, elle était un peu délirante, souffrante, bah voilà, hein, c'est vraiment pas la meilleure histoire, je veux dire, c'est pas un coup de couteau et tout, tu vois, mais c'est psychologique là, si c'est vrai. Donc franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je peux pas dire que j'ai bien aimé parce que, bah si elle est morte, tu vois, c'est pas cool. Mais voilà, la mécanique est différente. En plus, le petit Thomas, tu vois, il est là, il veut faire plaisir à sa mère pour que, voilà, parce que lui, il sait pas quoi faire, elle est mourante et le désespoir peut faire des choses, voilà, un peu folles. Bon allez. On passe au prochain thread. Oh ma chérie, enfin, Thomas m'a tellement parlé de toi. Je suis tellement contente de te rencontrer. Voilà, cet accent, me demandez pas. Ah, c'est juste que j'essaye de varier de temps en temps. Hein. Et en plus, ça se trouve, je vais pas arriver à le refaire quand elle va reparler. Thomas sert du vent. Du vent en plus. Il sert pas du vin, du vent. C'est pas mal ça. Lily, elle écrit ça un peu à chaud parce qu'elle a besoin d'avis et surtout de savoir si elle flippe pour rien ou si son inquiétude est vraiment justifiée. Ce soir-là, Lily est chez elle avec sa mère. À un moment, elle remarque une lumière bizarre venant de l'extérieur. Elle lève les yeux et là, elle se rend compte que la porte d'entrée est ouverte. Sur le coup, elle se dit que c'est peut-être un gros coup de vent. Elle le dit à sa mère, puis elle se dirige vers la porte pour aller voir. Et là, elle tombe nez à nez avec une femme âgée qui porte un long manteau et un foulard sur la tête. La femme est déjà en train d'avancer dans l'appartement en direction de la chambre de Lily. Lily l'interpelle immédiatement. La femme a l'air surprise de voir quelqu'un. Elle explique qu'elle serait là pour faire une expertise, mais qu'elle se serait sûrement trompée d'adresse. Puis elle repart aussitôt, referme la porte derrière elle et disparaît très rapidement. Sur le moment, ça passe, mais plus Lily y repense, plus plein de détails lui paraissent vraiment chelous. Déjà, la femme n'avait pas sonné.
Elle est entrée comme si elle était sûre que personne n'était à l'intérieur. Ensuite, Lily vit dans un appartement situé au dernier étage d'une maison de maître rénovée en immeuble. À cet étage, il n'y a qu'un seul appartement, le leur. Et sur le palier, il y a plein d'effets personnels visibles, ce qui rend franchement bizarre une confusion avec un cabinet d'expertise ou quoi que ce soit de professionnel. Autre détail très perturbant, l'escalier est en bois et il est hyper bruyant. Quand quelqu'un monte, on l'entend forcément. Sauf que là, Lily n'a rien entendu du tout quand la femme est montée. Par contre, quand elle est repartie, elle a fait énormément de bruit, comme si elle n'était plus sur ses gardes. Autre chose qui dérange Lily, la façon dont la femme s'est dirigée naturellement vers sa chambre, comme si elle savait exactement où aller. Et puis il y a cette histoire d'expertise. Si c'est vraiment elle qui devait la faire, Lily trouve ça étrange vu son âge. En plus, il n'y a aucun cabinet d'expertise ni activité similaire dans le quartier qui pourrait expliquer une simple erreur d'adresse. Il faut aussi savoir que Lily vit dans une petite ville très calme, donc ce genre de situation est encore plus inhabituel. Et ce n'est pas fini. Depuis la fenêtre, Lily et sa mère ont aussi aperçu une femme en bas de chez elle qui restait au même endroit pendant plus de 2 heures, comme si elle faisait le guet. Lily est d'autant plus sur ses gardes que sa mère vit seule la plupart du temps. À cause de soucis de santé, elle laisse souvent la porte ouverte et surtout, ils ont déjà été victimes de vols dans cet immeuble. Des locaux au rez-de-chaussée ont été forcés et leur appartement a déjà été cambriolé par le passé. Du coup, Lily se pose plein de questions. Est-ce que c'était vraiment une simple erreur? Est-ce que cette personne est déjà venue avant? Ou est-ce que c'était clairement du repérage? Elle aimerait vraiment savoir si d'autres personnes ont déjà vécu ce genre de situation. Parce que là, elle ne sait plus si elle doit se rassurer ou commencer à vraiment s'inquiéter. Et ça, mes amis, c'est pas si rare. Genre les délires des mecs. Oh, je me suis trompé d'appart, excuse-moi, nanani. Ah, mais cacahuète, tiens. Non, c'est pas vrai. Ça existe pas. Comment ça, tu t'es trompé d'appart? Vraiment, ça doit exister un cas sur je sais pas combien de millions. Bon, tu me diras, quand le mec est bourré, machin, les gens ils perdent la notion du nanani. Donc ça déjà, bon, voilà, pourquoi pas. Mais bon. Hein. Mais ensuite, quand ils sont sobres, je vois pas comment tu te trompes. Vraiment, allez. À la rigueur, je sais pas, tu te trompes d'un étage, pourquoi pas, je sais pas, t'habites au 7ème, t'es monté au 8ème, je sais pas, tu t'es arrêté d'un coup. Mais bon, et faut que tu ouvres la porte. Mais c'est bizarre parce que, enfin bref, on va pas faire une théorie là-dessus. Très bizarre, on passe à la prochaine histoire. Ça fait plus de 30 ans que les grands-parents de Yara vivent dans le même appartement. C'est un endroit hyper important pour la famille. Sa mère, ses oncles y ont grandi. Et aujourd'hui encore, c'est le point de rassemblement pour les fêtes, les anniversaires, les repas de famille. En fait, tout. Quand Yara est petite, elle y passe toutes ses vacances. Elle a plein de bons souvenirs là-bas. L'immeuble est situé dans une super copropriété, très familiale, dans un quartier sécurisé. Bref, sur le papier, rien de flippant. Pourtant, même si elle adore y aller, Yara se souvient d'un truc précis. Elle n'a jamais vraiment aimé y dormir. Au début, elle se dit que c'est normal. Quand t'es enfant, dormir ailleurs que chez tes parents, ça peut être compliqué. Mais elle sait qu'elle est en sécurité, qu'il n'y a rien sous le lit, rien de bizarre, et elle finit toujours par s'endormir. Sauf que, quelques années plus tard, à l'adolescence, ça change. Elle devient de plus en plus anxieuse quand elle dort chez ses grands-parents. Parfois, elle passe la nuit avec la lumière allumée, et elle précise bien un truc. Ce n'est pas le fait de dormir ailleurs qui la dérange. Elle va souvent dormir chez des amis sans aucun problème. Là, c'est différent. Elle est hyper attentive au moindre bruit. Elle scrute la pièce, elle se sent mal sans savoir pourquoi. Parfois, ça va jusqu'à de vraies crises d'angoisse. Un jour, elle en parle à sa mère et elle lui dit qu'elle a énormément de mal à dormir chez papy et mamie, que c'est bizarre, qu'elle comprend pas ce qui cloche. Et là, sa mère lui raconte un truc qui la marque. Sa mère explique que quand elle vivait encore dans cet appartement, elle se réveillait souvent la nuit et faisait beaucoup de terreurs nocturnes. Elle dit aussi que depuis sa chambre, elle voyait des ombres passer dans le couloir. À l'époque, elle en avait parlé, mais les grands-parents, pas du tout sensibles à ce genre de truc, lui avaient dit que c'était juste des illusions. Mais ce n'est pas tout. Un jour, quand la mère de Yara est encore ado, elle entend quelque chose tomber dans le couloir. Elle va voir et ramasse la petite main d'une statuette en porcelaine posée sur une étagère. La statuette, elle, n'a pas bougé. Mais sa main a littéralement explosé et s'est projetée au sol sans aucune raison. Quelques années plus tard encore, la mère de Yara est chez elle avec un ami. Ils sont seuls tous les deux. Elle va aux toilettes, ferme la porte sans verrouiller et au moment de sortir, la poignée est bloquée. Comme si quelqu'un la tenait de l'extérieur très fort. Elle pense que c'est son ami qui fait une blague et lui dit « Mec, t'es pas drôle, laisse-moi sortir, tu me saoules ». Pendant 10 minutes, elle râle, appelle, aucune réponse.
Puis d'un coup, elle arrive à ouvrir. La poignée n'est plus bloquée. Elle va voir son ami et l'engueule, persuadée qu'il l'a enfermée exprès. Mais lui répond calmement « Ça m'étonnerait, j'ai pas bougé du canapé ». Elle croit qu'il plaisante, mais il insiste. Il n'a rien fait. Il n'est jamais venu dans le couloir. Il n'a rien entendu. Clairement, ça commence à faire beaucoup. La mère de Yara finit par quitter l'appartement dans sa vingtaine pour ses études, avec quand même tout ça dans un coin de la tête. Yara, elle, continue à venir chez ses grands-parents pendant les vacances. Et cette sensation étrange est toujours là, encore plus forte depuis ce que sa mère lui a raconté. Récemment, Yara est de nouveau chez eux pendant les vacances. Un soir, pendant un apéro avec d'autres résidents de l'immeuble, la discussion tourne autour de l'historique des appartements et des anciens locataires. Comme ses grands-parents sont locataires depuis très longtemps, Yara demande qui habitait là avant eux. Et là, elle apprend un truc glaçant. Avant, il y avait une femme et ses 2 enfants. La mère était extrêmement violente, elle enfermait les enfants dans une seule pièce pendant des jours. Ils avaient environ 5 et 7 ans et vivaient un vrai cauchemar. Les résidents racontent aussi qu'un jour, la mère est partie. Les enfants, voulant s'enfuir à tout prix, ont tenté de passer entre les barreaux du balcon, au 4e étage pour descendre au balcon du dessous et demander de l'aide. Le petit garçon s'est coincé la tête entre 2 barreaux, tout son corps dans le vide. Sa sœur essayant de le tirer pendant que des gens, en bas de l'immeuble, regardaient sans pouvoir intervenir. Une scène horrible. Heureusement, personne n'est mort ni gravement blessé. Après ça, les services sociaux et la police ont sûrement pris le relais. Quand la mère est partie, l'appartement était un taudis absolu. Tout était sale, dégradé. Dans la chambre des enfants, il n'y avait qu'un vieux matelas imbibé d'urine. Même aujourd'hui, certains résidents en parlent encore, tellement ça les a marqués. Les grands-parents d'Yara ont ensuite emménagé, ont tout refait à neuf. Aujourd'hui, l'appartement est propre, moderne, nickel. Et pourtant, Yara se demande si l'endroit n'est pas encore habité par quelque chose. Elle émet sérieusement l'hypothèse que l'appartement serait encore hanté par l'esprit de cette femme. Elle n'est pas spécialement crédule de base ni ultra branchée paranormal, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est la seule explication qui lui semble tenir. Actuellement, Yara vit chez ses grands-parents pour ses études depuis 2 ou 3 mois. Elle n'a pas vécu de phénomène très marquant, sauf une fois. Un soir, alors qu'elle est dans sa chambre, la porte s'ouvre toute seule. Personne dans la maison, pas de courant d'air. Et surtout, c'est une porte très difficile à ouvrir d'habitude. Yara reste partagée. Elle pense qu'il existe des esprits, que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, qu'on peut peut-être purifier un lieu et que certains esprits décédés pensent encore être chez eux et n'acceptent pas qu'on vive à leur place. Elle écrit surtout pour comprendre ses sensations, ses phénomènes et peut-être s'en débarrasser. Ce n'est pas l'histoire la plus flippante du monde, mais elle laisse un doute et pour l'instant, Yara ne sait toujours pas quoi en penser. Alors, est-ce que c'est du paranormal? Un peu de psychose, en mode tu vois un petit truc, tu dis bon, un truc qui tombe, ça arrive, tu vois la main de la poupée, fait non machin, bah, il est peut-être tombé, c'est accroché avec des fils, machin, bon, ça tombe, bon bah voilà, c'est pas forcément paranormal. Ok, et bah prochain thread. Les faits remontent à presque 10 ans. À l'époque, Yanis vit dans un petit village, dans une allée où tout le monde se connaît. Un endroit calme, familial, où les voisins se saluent tous les jours. Un jour, la voisine qui habite 2 maisons plus loin déménage. Peu après, un couple de personnes âgées emménage. Ils s'appellent Joseph et Raphaël 2LE. Au début, ils sont adorables. Joseph est un ancien gendarme à la retraite, super cool, passionné de pêche. Raphaël est une ancienne employée de mairie, très généreuse, très gentille en apparence. Ils deviennent vite proches des parents de Yanis. Ils s'invitent chez les uns et chez les autres. Raphaël donne même des cours de couture au petit frère de Yanis, offre les fruits de son jardin, rend service. Mais assez vite, les parents de Yanis remarquent un truc bizarre. Raphaël dit parfois des choses trop intimes, ou carrément pas cohérentes. Ils trouvent ça étrange, mais sans plus, ils n'y prêtent pas vraiment attention. Puis un jour, tout bascule. La famille apprend que Joseph a été arrêté pour violence conjugale contre Raphaël. Tout le quartier est sous le choc, Raphaël vient chez les parents de Yanis en panique. Elle dit qu'elle a peur que son mari revienne après la garde à vue. Elle insiste même pour rester dormir chez eux. Le père de Yanis la rassure et lui dit qu'il ira régulièrement vérifier chez elle pour s'assurer que tout va bien. Un jour, Joseph revient chez Raphaël pour récupérer ses affaires. Et là, il hurle « Où est mon fusil ?» C'est là qu'ils apprennent que Raphaël avait donné le fusil au grand frère de Yanis qui n'avait que 15 ans à l'époque sous prétexte que ça pourrait l'intéresser. Déjà, ça pose un énorme problème, mais le vrai cauchemar commence un peu plus tard. Un matin, Raphaël demande à emprunter une remorque. La mère de Yanis refuse parce que le père est au travail. Raphaël insiste lourdement, elle veut absolument cette remorque précise. Mais la mère tient bon. À partir de là, Raphaël change complètement.
ce n'est plus du tout la gentille voisine. Elle commence à mettre des roses dans la boîte aux lettres pour que la famille se pique les mains. Elle jette ses déchets dans le champ à côté de la maison. Elle accroche une ardoise sur la façade de sa maison pour écrire des insultes et diffamer la famille. Elle va régulièrement à la gendarmerie pour dénoncer la famille de Yanis en se faisant passer pour une pauvre vieille femme agressée. L'une de ses plaintes est totalement lunaire. Elle accuse le grand frère de Yanis de menaces djihadistes, juste parce qu'il porte souvent une capuche et un cache-cou. Elle se renseigne même sur le grand-père paternel de Yanis. Elle envoie des lettres d'insultes, des messages vocaux racistes contre le père de Yanis, où elle est complètement hystérique. Elle commence aussi à suivre le petit frère de Yanis et une autre enfant du quartier, Bri, qui va à l'école avec lui. Souvent, Raphaël s'assoit sur son banc devant sa maison face à la rue pour surveiller. Elle essaye de monter tout le village contre la famille. Bref, un vrai début de cauchemar. À tel point que les parents de Yanis commencent à douter de la version de Raphaël concernant les violences de Joseph. Ils apprennent aussi qu'une autre famille du quartier, celle de Bri, a vécu exactement la même chose avant eux. Sauf que cette famille avait choisi de l'ignorer totalement. Mais avec la famille de Yanis, ça ne s'arrête pas, parce que la mère de Yanis réagit aux provocations, ce qui ne fait qu'alimenter le délire de persécution de Raphaël. Elle n'attend qu'une chose, que la mère de Yanis perde patience et la frappe. Un jour, elle va même jusqu'à se griffer elle-même les mains, en espérant provoquer une gifle. Mais la mère garde son calme et les griffures disparaissent trop vite pour servir de preuve. Les parents sont complètement impuissants, les gendarmes sont contre eux. La famille de Bri refuse de porter plainte par peur d'être prise pour cible à nouveau et personne n'a les moyens de faire interner Raphaël. Le grand frère de Yanis, encore ado et un peu inconscient, s'amuse parfois à la provoquer, trouvant ça drôle, sans réaliser à quel point elle peut être dangereuse. Raphaël a même des comportements enfantins, comme tirer la langue quand on passe devant elle. Puis arrive le jour le plus flippant. Un matin d'automne, il a beaucoup plu, les champs autour sont complètement boueux. Yanis, qui a 11 ans, doit aller chercher son petit frère et Bri à l'école primaire, parce que Raphaël rôde souvent. Il marche le long de la route quand il voit au bout de la rue une voiture blanche arriver très vite. Il pense d'abord que c'est la mère de Bri, Valérie, qui a une voiture similaire, sauf que la voiture ne ralentit pas. Yanis regarde mieux, et là il comprend, ce n'est pas Valérie, c'est Raphaël. Elle est morte de rire, la musique à fond, et elle le fixe droit dans les yeux. Elle continue d'avancer, et elle ne freine pas. Yanis comprend qu'elle ne va pas s'arrêter. À 5 mètres de lui, il se jette sur le côté dans le champ boueux. Raphaël fait un virage, roule même légèrement dans le champ, laissant des traces de pneus dans la boue, puis se gare devant chez elle. Yanis l'insulte. Elle danse dans sa voiture, musique à fond, et elle lui fait un geste de la main, genre « trace ». Sur le moment, Yanis se dit « c'est pas si grave, il n'a que 11 ans, il ne réalise pas encore la gravité ». Le soir même, il raconte tout à ses parents. Il décide d'aller à la gendarmerie, malgré les mensonges que Raphaël raconte sur eux depuis des semaines. Yanis est interrogé seul par 3 gendarmes. Il sent qu'ils ne le croient pas. Ils insistent, lui demandent s'il est sûr, s'il ne ment pas sous l'influence de ses parents. Et en sortant, l'affaire semble mal partie. Mais un gendarme remarque quelque chose. Les chaussures de Yanis sont pleines de boue. Ils retournent ensemble dans la rue. Yanis montre exactement où la voiture est passée. Les traces de pneus dans la boue sont encore là. Cette fois, tout change. Raphaël est arrêté et interrogé. Elle dira plus tard qu'elle voulait lui faire peur pour rigoler. Finalement, elle est internée en hôpital psychiatrique, notamment grâce aux témoignages de ses fils. Ils expliquent qu'elle est schizophrène, paranoïaque et souffre de délire de persécution depuis toujours, et qu'elle a harcelé des gens partout où elle est passée. Aujourd'hui, Yanis se pose encore des questions. Que se serait-il passé s'il ne s'était pas jeté sur le côté? Aurait-elle freiné? Et si cet épisode ne s'était jamais retourné contre elle? Jusqu'où serait-elle allée? Il ne le saura jamais, et heureusement. Franchement, les ring doorbell, c'est censé te rassurer, tu vois. Genre, tu sais qui sonne, qui traîne devant chez toi, t'as les notifications, tu peux voir en direct, parler à travers le micro. C'est fait pour que tu te sentes en sécurité. Sauf que parfois, c'est exactement le contraire. Brittany, 28 ans, vit seule dans une petite maison de banlieue. Rien de ouf. Une baraque toute simple, pelouse devant, Porsche avec 3 marches. Elle bosse de chez elle, télétravail à temps plein pour une boîte de marketing digital. La routine quoi. Son copain lui a installé une ring il y a 6 mois. Brittany flippait un peu toute seule le soir. Surtout que le quartier est pas hyper animé. Genre banlieue résidentielle bien calme, mais justement, trop calme. Le soir t'entends que dalle, pas un bruit. Au début, la ring c'est que du classique, des livreurs Amazon qui déposent des colis. UPS, le facteur, des notifications random quand un chat du voisin traverse le porche. Une fois, un raton laveur. Brittany rigole même en regardant des vidéos. Normal quoi.
Elle check l'appli tous les jours, c'est devenu une habitude, un peu addictif même. Elle regarde qui passe, les voitures qui se garent, les joggers du matin. Et là, un mardi vers 23h, notification Ring. Brittany est sur son canapé, série Netflix, verre de vin blanc. Elle check l'appli machinalement. Un mec, capuche noire, visage caché. Il se tient là, immobile, face à la caméra. Il sonne pas, il frappe pas. Il est juste planté là. Brittany fronce les sourcils, elle zoome, le mec bouge pas d'un millimètre. Comme une statue. Elle se dit que c'est un livreur débile qui s'est trompé d'adresse ou un gamin qui fait une blague. Elle répond pas, le mec reste encore 30 secondes, puis il se barre tranquillement. Au début, c'est rien, ou presque. Le jeudi suivant, rebelote. 23h pile, notification. Le même mec, même capuche, même position exactement. Cette fois, il lève la main lentement et il fait un petit signe, genre « Salut ». Un petit geste de la main, presque amical. Brittany sent un truc dans son ventre. Elle screenshot la vidéo, l'envoie à son copain Brandon. Brandon lui répond direct « What the fuck? C'est qui? Appelle les flics si ça recommence, baby ». Mais Brittany se dit que c'est sûrement rien, que c'est probablement juste un voisin chelou. Elle s'endort en y pensant quand même. Les semaines passent et l'angoisse monte petit à petit. Le mec revient, pas tous les jours mais régulièrement. Toujours la nuit, toujours entre 22h et minuit. Jamais à la même heure exacte. Notification, Brittany check, le mec est là. Et là, ça devient vraiment bizarre. Parce qu'il commence à ramener des trucs. Des pancartes, genre des feuilles de papier blanc avec des mots écrits au marqueur noir. La première pancarte, c'est juste un mot. Bientôt. Brittany fixe son écran. Le mec tient la pancarte face à la caméra pendant genre 20 secondes. Puis il la baisse et se barre. Elle sent son cœur battre plus fort. C'est quoi ce délire? Bientôt quoi? 2 jours plus tard, nouvelle notification, il est 23h47. Le mec est de retour, nouvelle pancarte. Tu dors bien? Là, Brittany flippe vraiment. Elle appelle Brandon direct. Brandon débarque chez elle 15 minutes plus tard. Ils regardent les vidéos ensemble. Brandon est aussi perplexe qu'elle. Il décide d'appeler les flics le lendemain matin. 2 policiers passent, un vieux flic blasé et une jeune flic qui prend des notes. Brittany leur montre toutes les vidéos sur son iPad. Le vieux flic hoche la tête mais tu vois direct qu'il s'en bat les couilles. Il lui explique que tant que le mec fait rien d'illégal genre tentative d'effraction ou menace directe, y a pas grand chose qu'ils peuvent faire. Ils vont patrouiller un peu plus dans le coin, mais voilà. La jeune flic est plus sympa. Elle lui file une carte avec son numéro direct au cas où. Brittany se sent pas tellement rassurée. Le mec arrête de venir pendant presque 2 semaines. Brittany respire, elle se dit que la présence des flics la fait fuir. Que c'était juste un taré qui cherchait à faire peur, mais que maintenant, c'est fini. Et là, grosse erreur. Parce qu'une nuit, notification à 2h34 du mat. Brittany se réveille en sursaut, son téléphone qui vibre sur la table de nuit. Elle est encore à moitié endormie, complètement désorientée. Elle ouvre l'appli et le mec est là. Mais cette fois, il n'a pas une pancarte, il en a plusieurs, genre une pile de feuilles. Et il les montre, une par une, lentement, comme un putain de diaporama de l'enfer. Première pancarte, je sais. Brittany se redresse dans son lit, son sang se glace. Deuxième pancarte, que tu es seul. Elle sent sa gorge se serrer. Troisième pancarte, ce soir. Brittany saute du lit, les jambes tremblantes. Elle va à la fenêtre de sa chambre à l'étage, écarte le rideau. La rue est vide, aucune voiture, personne devant chez elle. Elle retourne à son téléphone, les mains qui tremblent. Elle rembobine la vidéo Ring. Le mec a montré 4 pancartes en tout. La 4e, elle l'avait pas vue. Elle zoome, porte de derrière. Brittany sent son cœur exploser dans sa poitrine. La porte de derrière, celle qui donne sur le jardin, celle qui n'a pas de ring, celle qu'elle verrouille jamais vraiment parce qu'elle donne sur un jardin clôturé. Oh merde, merde, merde! Elle attrape son téléphone d'une main tremblante, commence à composer le 911. Et c'est là qu'elle entend un bruit sourd, métallique. Quelqu'un essaye d'ouvrir la porte de derrière. Brittany se fiche complètement. Elle peut plus bouger, elle peut plus respirer. Elle écoute. Le bruit s'arrête. C'est le silence. Un silence tellement épais que Brittany entend le sang battre dans ses oreilles. Puis elle entend des pas dans sa cuisine. Quelqu'un marche dans sa putain de cuisine. Elle veut hurler mais rien ne sort. Sa gorge est complètement serrée. Elle arrive enfin à appuyer sur le bouton d'appel du 911. La voix de l'opératrice lui semble irréelle, lointaine. Brittany chuchote, la voix brisée. Quelqu'un est dans sa maison. Quelqu'un est en train de monter les escaliers. L'opératrice lui dit de s'enfermer dans sa chambre, qu'une patrouille arrive, que ça va aller. Ouais, ça va aller.
Brittany court vers sa porte de chambre et la verrouille. Elle recule jusqu'au fond de la pièce près de sa fenêtre. Elle entend les marches qui craquent. Lentement, une par une, quelqu'un monte. Brittany est recroquevillée dans le coin de sa chambre, téléphone à la main, en ligne avec le 911. Elle fixe la poignée de sa porte et pas s'arrête devant sa chambre. C'est le silence. Brittany retient sa respiration. Puis elle voit la poignée bouger. Quelqu'un essaye d'ouvrir. Ça tourne, ça force, mais c'est verrouillé. Brittany serre son téléphone tellement fort que ses jointures sont blanches. L'opératrice lui parle, mais elle n'entend plus rien, juste son cœur qui explose. Et là, elle entend un bruit de papier. Quelqu'un glisse quelque chose sous sa porte. Une feuille blanche, pliée. Brittany la fixe, pétrifiée. Les pas s'éloignent, redescendent les escaliers, lentement, calmement. Au loin, des sirènes qui se rapprochent. Brittany entend la porte de derrière qui s'ouvre, puis se referme, puis plus rien. Les flics arrivent 3 minutes plus tard, ils fouillent toute la maison. Personne, aucune trace d'effraction visible. La porte de derrière était juste déverrouillée. Brittany leur montre la feuille, elle l'a pas touchée. Elle l'a juste regardée de loin pendant que les flics montaient. Un des policiers met des gants, la ramasse et la déplie. C'est encore une pancarte, écrite au marqueur noir. L'écriture est presque enfantine, appliquée. Il y a juste 2 mots. À bientôt. À ce stade de sa vie, Brittany dort plus chez elle. Elle vit chez Brandon maintenant, chez ses parents le week-end, partout sauf là-bas. Elle a mis la maison en vente la semaine suivante. Les flics ont ouvert une enquête, ils ont relevé les vidéos Ring, cherché des empreintes, rien. Le mec portait des gants, la capuche cachait son visage. Aucune caméra du quartier n'a eu de bons résultats. Il avait toujours le visage bien caché. Brittany va voir un psy maintenant. Crise d'angoisse, insomnie, elle sursaute au moindre bruit. Franchement, les outils de sécurité, c'est censé te protéger. C'est censé te donner le contrôle. Mais parfois, ça fait juste l'inverse. Ça te montre que quelqu'un te surveille, que quelqu'un sait exactement où tu es, ce que tu fais quand t'es seul. C'est jamais frontal, c'est tout dans la façon de te faire comprendre qu'il a le contrôle et pas toi. Les pancartes, c'est ça le pire pour Brittany. Parce qu'il aurait pu rentrer direct, il aurait pu la blesser, la tuer, faire ce qu'il voulait. Mais non, il a pris le temps de préparer des putains de pancartes, une par une, de choisir les mots, de les écrire proprement, de les plier. C'était pas de la rage, c'était pas de l'impulsivité. C'était calculé, froid, presque artistique. Et c'est comme ça que se termine notre premier thread d'horreur. Elle est tombée sur le fou du village, j'ai envie de dire. C'était sûrement pas un village, mais bref, t'as compris l'expression. Bon, par contre, ça m'épate toujours. Aux États-Unis, genre, elle fait, la semaine suivante, elle a mis la maison en vente. C'est quand même quelque chose, quoi. Elle est passée à une étape. Après, j'étais pas à sa place, donc je peux pas te dire si vraiment, bon, voilà, ça te choque de fou. J'imagine que oui, quand même, hein, une intrusion chez toi. Et le mec est fou. Mais genre en mode, ouais, semaine d'après, hop, j'ai mis la maison en vente. Ils sont chauds. Mais en même temps, le mec aussi. Bref, après, bon, peut-être aussi en même temps, c'était une façon de. Elle s'est mise avec son mec et tout. Enfin, on connaît pas toute sa vie, donc forcément. Voilà. Mais en tout cas, c'est parce qu'en fait, c'est récurrent ce truc-là. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce qu'à chaque fois, ils sont en mode, bah, j'ai mis la maison en vente quasiment instant après. Tu es en mode, ah ouais, ok. Mais bon, voilà. Allez, prochaine histoire. Daniela raconte cette histoire qui lui est arrivée il y a un peu plus d'1 an et elle commence direct par un conseil. Ne faites jamais confiance aux inconnus rencontrés en ligne. À ce moment-là, Daniela a 24 ans, elle vient de déménager à l'autre bout du pays, toute seule pour la première fois. Elle ne connaît absolument personne sur place et son boulot n'est clairement pas le genre de job qui permet de rencontrer facilement des gens. Du coup, pour se faire des amis, elle télécharge Bumble BFF, c'est-à-dire pour se faire des meilleurs amis. Elle discute avec quelques filles, fait une première rencontre qui se passe très bien, alors elle se dit que ça vaut le coup de réessayer. Et c'est là qu'elle parle avec une fille que l'on va appeler Amber, 22 ans. Daniela et Amber discutent pendant quelques jours sur l'appli, puis décident de se retrouver pour un brunch. Elle se donne rendez-vous dans un café et dès que Daniela voit Amber arriver, elle remarque un truc bizarre. Elle ne ressemble pas vraiment à ses photos. Bon, c'est pas un changement énorme mais suffisamment visible pour que ça saute aux yeux. Daniela se dit que les photos pourraient presque être celles d'une sœur ou d'une cousine, ou alors qu'Amber est juste très forte pour se mettre en valeur en photo. Sur le moment, ça ne la dérange pas tant que ça. Ce n'est pas un rencard amoureux, juste une rencontre amicale. Mais avec le recul, c'est clairement le premier red flag. À peine assise, Amber commence direct à déballer tous ses traumatismes.
La conversation devient vite lourde. En plus, Amber lui explique qu'elle ne conduit pas et qu'elle a 2 jeunes enfants. Elle reste assise un bon moment, mais Daniela a l'impression de ne jamais pouvoir placer un mot. Amber parle sans arrêt, monopolise toute la conversation. Daniela commence à chercher un moyen de partir poliment. Mais comme Amber ne conduit pas, elle se sent un peu coupable de la laisser seule. Finalement, elle dit qu'elle doit aller aux toilettes, continuer sa journée après ça. Amber lui propose de marcher avec elle jusqu'aux toilettes. Et pour préciser le contexte, le café se trouve dans un centre commercial en plein air. Les toilettes ne sont pas juste à côté, il faut traverser une bonne partie du centre commercial à pied. Daniela entre dans une cabine et là, elle entend quelqu'un crier « Maman !» Quand elle ouvre la porte de la cabine, Amber est là, avec un tout petit dans les bras. Daniela se dit « Mais il sort d'où cet enfant ?» Amber a l'air presque aussi surprise qu'elle, alors elle présente son enfant. Le gamin se met ensuite à siffler après Daniela. Les enfants peuvent être bizarres, mais là ça rajoute encore à l'ambiance étrange. Daniela se lave les mains et sort des toilettes, et là elle voit un homme avec une poussette. Amber sort à son tour et lui présente son petit ami. Le mec a une attitude hyper hostile. Amber insiste pour que Daniela dise bonjour au bébé dans la poussette. Daniela hésite, se penche quand même pour dire bonjour. Et le bébé se met à pleurer. À ce moment-là, Daniela est super mal à l'aise. Elle remercie Amber pour le brunch et les regarde s'éloigner vers leur voiture. Un truc la dérange. Amber avait dit qu'elle ne conduisait pas, donc ok, son mec la conduit sûrement. Mais elle n'a jamais mentionné qu'il était là depuis le début, avec les enfants, à attendre pendant des heures. Et surtout, comment ils se sont retrouvés dans les mêmes toilettes au même moment. Daniela se dit qu'il a peut-être suivi leur position sur son téléphone. Ou qu'Amber lui a envoyé un message pour dire que le brunch se terminait, sauf qu'elle ne l'a jamais vu sur son téléphone. Après les avoir vus monter dans la voiture, Daniela traverse le centre commercial pour rentrer à la sienne. En chemin, elle s'arrête pour prendre un petit bretzel. Elle fait la queue et reçoit un appel d'une amie proche. Elle lui raconte toute cette rencontre bizarre, le petit ami qui apparaît de nulle part. Elle pense que l'histoire s'arrête là. L'employé lui dit que ça prendra quelques minutes. Alors elle s'assoit. Et là, elle voit le petit ami d'Amber faire la queue derrière elle. Daniela est mortifiée, elle n'avait pas prévu de les recroiser. Et elle ne veut surtout pas être méchante ou blesser qui que ce soit. Elle croise son regard entre la gêne et la confusion. Elle décide finalement de partir sans son bretzel et de retourner vers sa voiture. En marchant, elle regarde derrière elle et là, le mec la suit clairement. Les questions lui explosent dans la tête. Pourquoi il n'a rien mangé avant? Comment il sait où elle est dans le centre commercial et pourquoi il la suit? Est-ce qu'il a entendu sa conversation téléphonique? Est-ce qu'il va la confronter? À chaque fois qu'elle se retourne, il est toujours là. Daniela commence à courir à travers le centre commercial. Elle dit à son amie au téléphone que si elle ne la rappelle pas dans 5 minutes, il faut appeler son conjoint et la police. Elle arrive enfin à sa voiture et elle le voit traverser le parking en courant après elle. Elle démarre et se barre le plus vite possible. Son cœur bat tellement fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. Une fois à peu près à mi-chemin de chez elle, elle rappelle son amie pour la rassurer et lui dire qu'elle va bien. En rentrant, elle raconte tout à son conjoint. Elle supprime immédiatement son compte Bumble BFF et bloque Amber sur Snapchat, le seul autre réseau où elles étaient amies. Le lendemain, Amber la retrouve quand même sur Insta, alors que Daniela ne lui avait jamais donné son compte. Amber lui envoie un message. « Hey ma belle, j'ai passé un super moment au brunch. On devrait tous se revoir bientôt. » Daniela la bloque aussi sur Insta et heureusement, elle n'a plus jamais eu de nouvelles depuis. Elle ne sait pas quelles étaient leurs intentions et honnêtement, elle ne préfère jamais le savoir. Il y a des trucs qui sont assez chelous dans l'histoire. C'est pas l'histoire la plus choquante du siècle, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de machin, mais c'est assez perturbant pour se dire c'est bizarre quand même. Pourquoi il revient tout le temps le mec? Ils ont des comportements étranges, rien que le stalking là, la meuf elle l'a bloqué de partout, elle revient sur Insta en mode tiens vas-y, c'est bizarre. Bon, rien que ça vaut le coup tu vois. Bon allez, on passe au prochain thread. Cette histoire elle se passe il y a presque 10 ans. Mais Tatiana le dit clairement, rien que d'y repenser, elle en a encore des frissons. Elle prévient aussi que certains passages peuvent paraître un peu étranges, mais tout est 100% réel. On est en octobre 2016. À ce moment-là, Tatiana est étudiante et fait partie du conseil étudiant de son département. Octobre, à l'université, en Allemagne, c'est aussi la période des fameuses semaines de première année. Ce sont des événements organisés par les étudiants des années supérieures pour accueillir les nouveaux. Et Tatiana n'est pas juste impliquée, elle est la principale organisatrice de cette semaine-là. Ce matin-là, on est lundi. Elle se réveille à 5 h du matin parce qu'elle veut être sur place avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner des premières années.
À cette époque, Tatiana vit dans un immeuble résidentiel. Ce n'est pas officiellement une résidence étudiante, mais la majorité des habitants sont quand même des étudiants. Par contre, comme le loyer est très peu cher, il y a aussi d'autres personnes qui vivent là, certaines un peu douteuses. Chaque étage est divisé en 2 parties, des appartements à gauche et des appartements à droite. Pour accéder à chaque côté, il faut passer par une porte supplémentaire. Et la porte du côté où vit Tatiana a un détail bien particulier. Elle grince super fort à chaque fois. Tatiana sort de la petite salle de bain de son studio d'une seule pièce et se place devant le miroir pour se maquiller. À sa gauche, à moins d'1 mètre, il y a la porte de son appartement. À sa droite, le reste de la pièce. Pendant qu'elle se prépare, elle entend le grincement bruyant de la porte qui relie la cage d'escalier à leur couloir. Mais elle n'entend aucune autre porte s'ouvrir. Donc forcément, c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans le couloir, pas quelqu'un qui en sort. Sur le moment, ça ne la choque pas. Même à cette heure-là, ce n'est pas rare. Beaucoup d'étudiants rentrent encore de soirée. Alors Tatiana continue tranquillement de se maquiller. Sauf que les minutes passent et elle se rend compte d'un truc bizarre. Elle n'a toujours entendu personne entrer dans un appartement. À ce moment-là, elle se regarde dans le miroir et elle se sent soudain très mal à l'aise. Une sensation étrange la traverse. Elle se sent étourdie, oppressée et surtout elle a cette certitude glaciale. Quelqu'un est en train de la regarder. Lentement, Tatiana tourne la tête vers la gauche. Elle fixe le Judas de la porte de son appartement. D'habitude, ce Judas laisse passer pas mal de lumière parce que le couloir est toujours éclairé. Mais là, le Judas est complètement sombre. Et à cet instant précis, elle comprend. Quelqu'un se tient juste devant sa porte, à moins d'1 mètre d'elle, séparé seulement par cette porte, fragile, et il l'observe. Son corps commence à trembler. Elle refuse d'aller vers l'interrupteur parce qu'il est juste à côté de la porte. Alors, elle se déplace doucement vers la droite de la pièce et s'assoit sur son lit. De là, elle est hors de vue. Un mur la sépare maintenant de la porte. Elle attend. Des minutes passent. Elle ne sait plus exactement combien de temps. Puis elle entend, à nouveau, le grincement de la porte du couloir. Il est parti ou peut-être pas. Tatiana termine de se préparer le plus vite possible. Elle rassemble ses affaires. Une chose est sûre, elle doit partir immédiatement. Mais l'idée d'ouvrir cette porte la terrifie. Et s'il faisait semblant de partir? Et s'il attendait juste qu'elle ouvre pour lui sauter dessus? Avec une hésitation énorme, elle attrape la poignée, ouvre la porte. Et rien. Le couloir est vide. Il est parti. En descendant, elle voit un homme qu'elle n'a jamais vu auparavant. Debout, près de l'entrée de l'immeuble, en train de fumer une cigarette. Elle le salue, elle le regarde droit dans les yeux, lui il la fixe, sans aucune émotion. Avec le recul, Tatiana comprend ce qui a dû se passer. Quelqu'un a probablement vu sa lumière s'allumer depuis la rue, en contrebas, et cette personne connaissait clairement la configuration du bâtiment, parce que les appartements ne sont pas simples à trouver quand on ne connaît pas. Plus tard, Tatiana fait un test. Elle vérifie ce qu'on peut voir de l'extérieur, en regardant dans son appartement par le Judas. Et là, c'est un nouveau choc. On peut tout voir. Comme si l'image était légèrement zoomée, pendant que cet inconnu se tenait devant sa porte. Il pouvait la regarder, se maquiller en détail. Et pire encore, il a vu le moment exact où elle s'est tournée vers le Judas et où leurs regards se sont croisés. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus terrifiante du monde, mais pour Tatiana, ça a été suffisant pour la marquer pendant très longtemps. Alors, au type bizarre qu'il a observé ce matin, ne nous revoyons plus. Bah tu m'étonnes, en vrai oui, c'est pas la plus choquante comme elle le dit, mais clairement, je trouve ça assez fou. Déjà, en quelle année t'as ton œilleton et le mec de dehors peut te regarder toi? Bah non, normalement c'est l'inverse, c'est fait exprès pour que toi t'es là. Donc, déjà, moi à une époque j'avais un truc sur l'œilleton, t'as un petit loquet, un petit truc qui cachait, et du coup tu l'ouvres, et tu le mets comme ça, et il fait du bruit. Donc si t'as juste envie de regarder pour voir c'est qui, et des casse-couilles des fois, les mecs qui, ouais, c'est pour les papiers, machin. Non, tais-toi, on s'en fout, tu me vends quoi, j'en veux pas. Enfin, bref. Et le truc fait chouing, il tombe tout seul, déjà c'était chiant. Mais là, bon bref, je m'éparpille. Le mec, il peut regarder chez toi. On en parle, tout va bien? Tout va bien. C'est open bar, quoi. Aussi, cambriolage, ça plaît vite chez eux. Hein. Donc voilà, heureusement, je sais pas où elle en est maintenant. Bon, il y a 10 ans, j'imagine, elle a dû se barrer de là. Tant mieux pour elle. Bon allez, prochain thread. Charlotte prévient dès le début. Elle essaye de rester soft, de ne pas entrer dans trop de détails, mais elle a 2 histoires qu'elle aimerait oublier pour toujours. Sauf qu'elle la hante encore aujourd'hui. Elle a presque 30 ans maintenant, et elle sent que c'est le moment de sortir ça de sa tête. À l'époque, Charlotte a 16 ans, elle travaille de temps en temps avec un membre de sa famille pour se faire un peu d'argent de poche. Pendant les pauses, elle se rend en cachette pour fumer une cigarette. Les employés de l'entreprise voisine sortent souvent au même moment.
Parmi eux, il y a cet homme, environ 45 ans, qui fume souvent en même temps qu'elle. Au début, rien d'alarmant, il parle un peu de tout et de rien. Les clients, la météo, les potins du centre commercial. Rien de spécial. Un jour, il lui dit qu'il vient d'emménager près de chez elle. Il sait où vit sa famille parce qu'ils sont en bons termes. Il lui explique qu'il organise une pendaison de crémaillère, qu'il a invité tout le monde des 2 lieux de travail. Une grosse fête quoi. Et il lui dit de venir. À cet âge-là, Charlotte est incroyablement naïve. Elle adore sortir parce qu'elle se sent seule, triste, elle n'a jamais eu de petite amie, elle s'ennuie. Bref, n'importe quelle excuse pour sortir de chez elle lui fait du bien. Alors le jour J, elle y va. Elle sonne à la porte, il ouvre et la laisse entrer. Et il verrouille immédiatement la porte derrière elle, avant de mettre la clé dans ses sous-vêtements. Déjà là, quelque chose cloche. Charlotte regarde autour d'elle et comprend très vite qu'il y a un énorme problème. Il n'y a absolument personne d'autre. Elle demande où sont les invités, il lui répond qu'ils sont déjà passés plus tôt et qu'ils sont repartis. Elle lui rappelle que la fête était censée commencer à 14 h. Il marmonne un truc comme quoi il serait venu plus tôt. Super. Elle remarque aussi très vite qu'il est complètement ivre, il parle environ 5 minutes, puis il lui propose de lui faire visiter la maison. Sur le moment, ça semble presque normal, sympa même, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la chambre. Et là, il lui sort tranquillement. Voilà ta chambre. Regarde, t'as même un grand dressing rien que pour toi. Je peux faire de la place si t'en as besoin. Dans la tête de Charlotte, c'est le bug total. Erreur 404. Elle rigole nerveusement et lâche un truc du genre. Ah ouais, t'es marrant. Il retourne au salon, il s'assoit et d'un coup, il lui saute dessus. Il commence à la toucher sous ses sous-vêtements, l'embrasse, enlève partiellement ses vêtements. Charlotte essaie de le repousser et heureusement, il est encore plus ivre qu'elle ne le pensait. Un gros coup de pied suffit à le faire tomber au sol. Assis par terre, complètement paumé, il dit « Je comprends pas, tu veux pas ? Toutes ces fois où tu m'as souri, fais coucou, parlez avec moi pendant les pauses clopes, rien à mes blagues. » Charlotte ressent un dégoût immense, ces mots lui retournent l'estomac. Sa stupidité la fait presque dissocier. Elle lui explique qu'elle aimait bien discuter avec lui au travail, mais que c'est tout, qu'ils ne sont que des collègues. Elle reste volontairement vague parce qu'elle a peur qu'il s'énerve, et là il pète complètement un câble. Il lui balance. C'est mon ex-femme, elle porte le même prénom que toi. Elle a la même marque de beauté, les mêmes origines, le même visage, les mêmes cheveux, le même corps. C'est sa jumelle, mais en mieux. Ah ouais. Quand je t'ai vu, j'en revenais pas. T'es tellement belle comme une version plus jeune et plus douce d'elle. Cette salope. De toute façon, on verra comment organiser la maison pour toi et nos futurs enfants. L'acheter, ça a été la partie la plus facile. À cet instant précis, Charlotte sait une chose. Elle est en réel danger. Elle se voit mourir à chaque fois que son corps lourd se penche vers elle. Un homme 2 fois plus grand, ivre, complètement dérangé. À un moment, il va aux toilettes pour faire pipi. Avec tout l'alcool qu'il a bu, ça lui prend 10 bonnes minutes. Il lui a même demandé de venir avec lui. Elle a évidemment dit non. Pendant ce temps-là, Charlotte appelle un collègue, l'homme responsable d'elle au travail. Elle lui explique tout, le supplie de venir la sortir de là. Mais il n'est pas en ville et il a du mal à croire que son ami puisse faire ça. Il lui dit d'essayer de partir de force et que si ça ne marche pas, il rentrerait de son week-end pour venir la chercher. Charlotte lui dit de laisser tomber. Son cerveau tourne à 10 000 à l'heure. Il lui conseille d'appeler la police. Mais elle doit raccrocher parce que le psychopathe sort des toilettes. Si elle n'appelle pas ses parents, c'est simple, il l'aurait jugé stupide. Et ils étaient du genre violent, même pour moins que ça. Elle veut éviter ça à tout prix. Elle essaye encore de dire qu'elle doit partir. Et là, il lâche la phrase qui la brise complètement. Alors non, sinon tu reviendras pas. On va tellement s'amuser, t'inquiète pas. Charlotte est figée, dissociée, plus aucune réaction. Il essaye plusieurs fois de coucher avec elle. À chaque fois, elle réussit à le distraire, à changer de sujet, à parler de n'importe quoi. Mode survie activé. Elle se dit que sa seule chance, c'est de jouer le jeu jusqu'à trouver une issue. Il est tard, très tard. Elle est coincée chez lui, de 14 h à 22 h. Elle fait semblant d'avoir besoin de vêtements et de médicaments. Et ce taré avait tout prévu. Il avait gardé des vêtements de son ex-femme. C'est elle qu'il considère comme sa jumelle. À force de boire et de fumer, il commence à s'endormir sur le canapé. Charlotte lui dit qu'elle a besoin d'un médicament très spécifique, qu'elle va juste le chercher et qu'elle revient tout de suite. Un petit aller-retour simple et rapide. Il lui fait promettre, puis l'embrasse longuement. Elle reste dans son rôle, gentille, calme, soumise, comme si toute sa vie l'avait préparée à ça. Il ouvre la porte, mais avant de la laisser partir, il lui balance une dernière menace. Si elle n'est pas revenue avant minuit pile, il appellera le patron de sa mère, la fera virer en mentant et lui fera du mal.
Il la regarde partir, un verre à la main, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Charlotte éclate en sanglots, elle est complètement brisée. Elle commence à marcher vers chez elle, paniquée. Que va-t-elle dire à ses parents? Sa mère sait qu'elle était censée être à une fête, et si elle perd son boulot? Ou pire, c'est à ce moment-là que, sorti de nulle part, son ange gardien apparaît. Un mec sur un vélo, un voyou du quartier clairement. « T'as une cigarette ?» Charlotte en pleurs, tremblante. « Ouais, tiens. Waouh, pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui se passe, gamine ?» Elle lui raconte tout, en hyperventilation, à peine capable de parler. « Si je retourne pas là-bas, ma mère va avoir des problèmes. » Le gars s'arrête, lui demande de lui montrer la maison. Charlotte refuse d'y retourner, mais il la convainc qu'elle sera en sécurité. Ils marchent un petit peu ensemble et elle lui montre où c'est. Il dit simplement « Ok, je vois très bien. Écoute, tu rentres chez toi, tu dors et t'oublies tout ça. Ok ? Et s'il fait quelque chose à ma mère ? N'y pense même pas. Je t'envoie un message demain matin. » Charlotte rentre chez elle, terrorisée, traumatisée. Elle finit par s'endormir en tremblant. Le lendemain, vers 8 h, elle reçoit un message. « Tout va bien, j'espère que t'as réussi à dormir. Bonne journée. » Elle répond « Merci, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il envoie juste un petit clin d'œil. Plus aucune nouvelle du psychopathe. Le lendemain encore, un collègue lui dit « Putain, t'as entendu parler pour X ? Il vient d'emménager et il a déjà déménagé en 2 jours. » Il explique que des gens ont défoncé son appart pendant la nuit. Tout détruit, y compris ses dents. Il n'avait plus les dents de devant. Il pouvait à peine parler quand il est passé récupérer ses affaires au travail. Ce prédateur immonde. Charlotte remercie encore aujourd'hui sa bonne étoile, cet homme qu'elle n'a jamais revu. Des vrais sauveurs existent, des vrais hommes existent. À ce type, nous nous rencontrons plus jamais. Et oui, plus tard, elle a déposé une plainte, mais elle n'a jamais eu de nouvelles. Que dire? J'ai même pas envie de m'étaler là-dessus déjà. Parce que je vous rappelle, elle a 16 ans, donc le mec est un P. Donc déjà, ça, plus le non-consentement, ça, les gens, ils sont pas... Tu sais, la notion de consentement, c'est pas un truc que les mecs qui... ou certaines femmes, des fois, n'ont pas compris. C'est non, c'est non. Hop, ouais, mais moi j'ai envie, toi t'as pas envie. Bref, prochain thread. Selena écrit cette histoire parce qu'elle cherche surtout des conseils et clairement ce qu'elle va raconter la met très mal à l'aise. Elle précise dès le début, ça ne lui arrive pas directement à elle, ça arrive à sa grande sœur. Et justement, cette grande sœur, elle travaille comme aide ménagère dans une société d'aide à domicile. En gros, elle va chez des particuliers pour faire le ménage. C'est d'ailleurs sa toute première semaine de boulot, même si ce détail n'est pas hyper important. Un jour, sa sœur lui raconte qu'elle est allée faire le ménage chez une vieille dame, comme beaucoup de clientes qu'elle a. Et cette maison-là lui a vraiment filé des frissons. De l'extérieur, la maison est totalement banale. Mais une fois à l'intérieur, c'est une autre histoire. Surtout à l'étage. La dame explique à la sœur de Selena qu'elle a perdu son mari. Elle ne sait pas exactement quand, mais il est mort dans la maison, dans son fauteuil, au salon. La vieille dame aurait dit que c'était à cause d'une erreur médicale, sans donner plus de détails. La sœur de Selena commence donc son travail normalement, en nettoyant le rez-de-chaussée. En bas, tout est plutôt normal. Mais dès qu'elle monte à l'étage, l'ambiance change complètement. Il faut préciser un truc, la maison est très ancienne à l'intérieur. Beaucoup de bois, un parquet qui craque, de vieilles tapisseries et une vieille moquette dans l'escalier. Arrivée à l'étage, la première chose qu'elle voit, au fond du couloir, une petite poupée d'environ 20 à 30 cm, assise sur une chaise en bois. Une de ces chaises sur lesquelles on peut se balancer d'avant en arrière. Rien que ça, Selena avoue que ça lui donne des frissons. Elle pense direct à Annabelle, mais en version beaucoup plus glauque. Deuxième détail, il y a aussi une statue de type africaine. Pas une statue vaudou à proprement parler, mais une statue représentant un esclave nu. Toute seule, cette statue aurait pu sembler anodine, mais combinée avec cette poupée sur la chaise, l'ambiance devient franchement malsaine. Et Selena précise que les poupées, c'est clairement sa phobie absolue. Selon sa sœur, les chambres sont toutes sombres, lugubres, vraiment pas accueillantes. Mais le pire détail arrive ensuite. Il y a une chambre, fermée à clé à l'étage. Et devinez quoi, la sœur de Selena doit nettoyer cette chambre jeudi prochain. Elle apprend qu'une collègue est déjà entrée dans cette pièce avant elle. Et à chaque fois, cette collègue redescendait très vite, en oubliant systématiquement d'éteindre la lumière. C'est la résidente elle-même qui a raconté ça. La sœur de Selena a essayé de poser des questions à cette collègue, mais la collègue était trop terrorisée pour répondre. Et comme si ça ne suffisait pas, Selena raconte que des clients que sa sœur a vus un matin connaissent aussi cette maison. Ils ont déjà vu cette fameuse chambre fermée. Selon eux, à l'intérieur, il y aurait beaucoup de statues vaudou et beaucoup de poupées vaudou également. Selena commence sérieusement à se poser des questions. Elle se demande quel genre de personne peut être cette vieille dame qui a l'air totalement innocente mais qui vit dans une maison aussi flippante.
Elle demande donc des conseils, surtout spirituels. Elle précise qu'elles sont religieuses, donc la prière fait partie des options, mais elle reste ouverte à d'autres idées. Elle dit d'ailleurs que, personnellement, elle a conseillé à sa sœur de prier quand elle sera dans cette chambre. Là, on arrive à la partie mise à jour. Selena revient donner des nouvelles, sa sœur est bien retournée dans cette maison le jeudi, comme prévu. Et elle est enfin entrée dans cette fameuse chambre dont tout le monde parlait. Dès qu'elle entre, avant même de commencer à nettoyer, elle sent que l'ambiance est très lourde. Elle se sent oppressée, comme si elle était constamment observée. Concernant les poupées, oui, il y a bien des poupées vaudou, mais contrairement aux rumeurs, elle en compte seulement 3, avec une statue vaudou. Le reste, ce sont des poupées en porcelaine, la hantise totale de Selena et sûrement de certaines personnes qui m'écoutent. Il y a également des vieilles poupées en chiffon type peluche ancienne. La pièce est remplie uniquement de poupées de ce genre. Et là, sa sœur comprend parfaitement pourquoi les autres femmes de ménage avaient si peur de monter faire cette chambre. Il y a aussi une bibliothèque avec quelques livres, mais elle préfère ne même pas regarder de quel livre il s'agit. Pour les poupées vaudou, Selena précise bien, ce sont vraiment les petites poupées vaudou comme dans les films d'horreur, celles qu'on associe au fait de faire du mal aux gens. Elle essaye de se rassurer en se disant que c'est peut-être pas leur vraie fonction. Mais bon, clairement, ça ne la rassure pas tant que ça. Les poupées vaudou sont toutes regroupées dans un coin, autour de la statue vaudou. Devant cette statue, il y a aussi des petits clous, ce qui fait encore plus flipper sa sœur. Elle essaye d'en parler à la vieille dame, mais celle-ci ne répond pas. Elle l'ignore complètement. Selena se dit que chez les personnes âgées, ce genre de comportement peut arriver. Peut-être que la dame n'a pas apprécié que sa sœur se mêle de ses affaires, même si elle avait essayé d'aborder le sujet en disant qu'elle aimait bien ce genre de poupée. Les derniers détails, dans 2 ou 3 semaines, la sœur de Selena devra aussi faire le grenier. Personne ne lui a rien dit à propos de ce qu'il y a là-haut, mais elle appréhende déjà. Selena promet de donner des nouvelles le jour où sa sœur ira au grenier. En écoutant ce thread, j'avais l'impression d'être dans une petite vidéo du Grand JD. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai bien aimé, personnellement. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, donc on passe au prochain thread. Tom précise d'entrée que Tom, c'est pas son vrai prénom, évidemment. L'histoire se passe pendant les grandes vacances d'été 2024. Ce jour-là, Tom passe la journée avec un ami. Ils traînent ensemble, rien de spécial, jusqu'à ce qu'en fin de journée, sur un coup de tête, ils décident de faire un urbex dans un hôtel abandonné. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas du tout équipés pour ça, pas de matos, pas de lampes adaptées, rien. Mais ils n'ont pas envie de rentrer chez eux pour se préparer. Alors, ils y vont quand même. Dès qu'ils arrivent devant l'hôtel, Tom a un mauvais pressentiment. Un vrai feeling bizarre. Le genre de sensation qui te dit que tu ferais mieux de faire demi-tour. Pour entrer, il passe par un petit conduit d'aération, pas loin de l'entrée principale. Tom passe en premier, son ami le suit juste après. Mais il a moins de chance. Dans le conduit, il y a un morceau de verre et il se fait une petite entaille au bras. Rien de dramatique, mais déjà pas rassurant. Une fois à l'intérieur, ils avancent lentement, prudemment, jusqu'à l'accueil de l'hôtel. Ils explorent le premier étage mais ne trouvent pas grand-chose. Par contre, à partir du 2e étage, tout change. Dès leur arrivée au 2e étage, ils remarquent un truc qui n'a aucun sens. Une vive lumière rouge sort d'une pièce. Toutes les autres portes sont dans le noir complet. Il fait nuit et surtout l'hôtel est censé ne plus avoir d'électricité. Tom et son ami se regardent. Son pote lui lâche direct un peu paniqué. « Vas-y toi, moi j'ai trop peur. » Tom, qui a un peu plus de courage sur le moment, décide d'y aller seul. Il s'avance vers la porte d'où sort la lumière rouge. Arrivé devant, il tend l'oreille. Aucun bruit. Alors il se dit que ça ne craint sûrement rien. Et il entrouvre la porte. Et là il voit un homme, au moins 1m90, debout, en train de fixer le sol. Intrigué, Tom regarde à son tour par terre. Et là il voit un pentagramme dessiné à la craie sur le sol. Quand il relève les yeux vers l'homme, son sang se glace. L'homme le regarde. Tom ne comprend pas comment c'est possible parce qu'il n'a aucune lumière sur lui. Et pourtant, il le voit parfaitement. Son visage est vide, la mâchoire creusée, les vêtements à moitié déchirés, comme s'il s'était battu avec un chien ou quelque chose du genre. Tom jette un regard rapide vers son ami. Derrière lui, puis soudain, un mouvement attire son attention. L'homme vient de partir dans la pièce adjacente. Tom se dit alors que le danger est peut-être passé. Il ouvre complètement la porte, entre dans la pièce et prend une photo. Malheureusement, plus tard, en changeant de téléphone, il perdra cette photo. Au moment précis où il s'apprête à repartir, il entend la porte de la pièce où l'homme est entré s'ouvrir. Tom se relève d'un coup. Il est persuadé que c'est la fois où il s'est levé le plus vite de toute sa vie. Lui et son ami partent en courant, à toute vitesse. Tom a le réflexe de regarder derrière lui pendant qu'il court. Et là, il le voit. L'homme est debout, habillé d'une tunique rouge foncée, et il tient un couteau d'au moins 30 cm. Ils sortent enfin de cet enfer et réussissent à s'enfuir.
Après ça, Tom ne veut plus jamais parler de cette soirée. Bon mes petits potes, si vous avez kiffé ces threads d'horreur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu et un abonnement. En tout cas, ça me fera très plaisir. Et si t'en veux plus, je te comprends et je t'invite à aller voir cette petite vidéo là. Vous l'avez tous kiffé et forcément, l'APP vous dit quelque chose. Il faut pas signer ces papiers là. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao les petits potes. Bon, vous en êtes arrivé là et franchement bravo à vous parce que ça fait quasiment 2 heures de compilation. Donc déjà, un grand merci à vous. Je sais pas ce que vous faisiez pendant tout ce temps à m'écouter comme ça, c'est beau. Franchement merci. Et si vous êtes arrivé là, bah n'hésitez pas à écrire le mot malade. Comme ça moi je saurai ceux qui sont restés jusque là. Ouais, voilà, on va faire ça. Bon et si jamais tu veux d'autres vidéos, moi je t'invite à regarder cette vidéo là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien tous les petits potes.